Bonsoir à toutes, j'espère que ça marche bien. J'ai pas du tout, c'est la première fois que je fais en direct en fait sur Facebook. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Si vous me voyez, écrivez-moi pour que je sois sûre que vous me voyez. Voilà, alors bonsoir à toutes. Je sais pas, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Moi, je suis pas sûre. C'est un peu compliqué tout ça pour moi. Il y a quelqu'un ou pas encore? Je crois que normalement, je dois avoir des commentaires. Mais je vais attendre. Je vais attendre de toutes vous voir pour commencer. Enfin, toutes vous voir, peut-être pas toutes, hein, vu que je crois qu'on est 12 000 sur le groupe. Souvent, je vérifie. Comment ça marche? Oui, ça marche. Ok. Alors, bonsoir à toutes. Voilà, on va commencer le direct sur le conflit dans le couple. Alors, comment les gérer, comment les vivre, comment ne pas être trop affecté par le conflit. Et puis, d'abord, je voudrais remercier Sarah. Sarah qui se donne vraiment à fond. Je ne sais pas comment tu as la force, l'énergie. Maman Hachem t'aura toujours encore plus de force, encore plus d'énergie. Parce que je sais que c'est un groupe vraiment où il y a énormément d'entraide. À chaque fois que je vois les questions, les réponses, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Et en fait, c'est toi qui est derrière et qui travaille dans l'ombre pour que tout se passe bien. Donc, Maman Shkola Kavod, que ça t'apporte toi beaucoup de bracha, de santé, de joie, et puis de réussite dans ce que tu entreprends. Encore plein d'autres chansons comme Je suis bonhomme, mes enfants ils vont adorer. Et alors, moi je me présente, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Myriam Ben Simon, bon ça vous le voyez. Je m'appelle Myriam Ben Simon, je suis psychothérapeute, conseillère conjugale en Israël, mais je travaille aussi à distance par Skype, par téléphone. Et voilà, donc je voulais aborder avec vous ce sujet. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet brûlant, qui est très très vaste. Après coup, je me suis dit, mais c'est énorme en fait. On pourrait en parler toute la nuit. Après tout, je suis sûre qu'il y aurait toujours quelqu'un de réveillé, hein, vu que quand on est 12 000, c'est comme ça. Le seul truc, c'est que je me suis dit, il y a tellement, d'abord, j'ai remarqué qu'apparemment, enfin, j'étais pas là quand il y a eu le clash, mais j'ai vu certains commentaires, comme celui de Jenny, qui était très beau d'ailleurs, au passage. Concernant le groupe, il y a eu des conflits apparemment, ça n'a pas été facile, et c'est jamais simple un conflit de toute façon. Même ce qu'on va voir, on va voir comment le gérer pour que ça devienne positif, mais c'est normal, c'est une période de crise d'un conflit. Donc forcément que c'est difficile. Et je vois que sur le groupe, comme par hasard, cette semaine, il y a eu des conflits. Donc je pense que tout est géré d'en haut et que c'est pas par hasard et que on va essayer justement de désamorcer le conflit, de comprendre ce que ça veut dire, et pour nous et pour l'autre, et comment on va vivre et on va en sortir et on va en faire quelque chose, vraiment un tremplin pour grandir justement. Pour ne pas rester dans le conflit, mais au contraire, nous aider à grandir, à nous épanouir et à nous connaître. Oui, parce que le conflit, on va le voir, va nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous cerner, à mieux savoir qui on est et comment se définir. Et pour ça, oui, on a besoin de l'autre. Et sans l'autre, on est un petit peu perdu en fait. On va s'en apercevoir, on croit qu'on se connaît sur plein de choses, mais en fait, on ne se connaît pas forcément aussi bien que l'on croit. Voilà. Alors, si vous m'entendez bien et si tout est bien, je veux bien un petit commentaire pour me rassurer. Voilà, parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des directs, mais je vous dis, c'est la première fois que j'en fais. Alors, autant parler devant des gens, on les voit, ça va, mais parler devant soi-même, ça fait vraiment bizarre. Donc, je veux bien un petit commentaire pour me dire oui, on entend bien, on voit bien, on peut y aller, on peut continuer. Merci pour celles qui le feront. Et puis, on va commencer réellement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, d'abord, un conflit. Donc, on utilise, ce soir, on a choisi de dire le titre du cours, le conflit. Mais en réalité, c'est pas... Le conflit, en fait, on l'utilise aussi pour énormément de situations. Dès qu'on va rentrer, en fait, en désaccord avec quelqu'un, on va dire « je suis en conflit », d'accord? Maintenant, ça peut être aussi une dispute toute simple, d'accord? Donc, on va essayer maintenant de comprendre comment on va désamorcer ça, pourquoi ça arrive, pourquoi le conflit, qui n'a pas envie de savoir pourquoi ça arrive, puisque bien sûr, sur le coup, on voit très bien, on s'est disputé avec le mari parce qu'il n'a pas fait ce qu'on a voulu, ou qu'il n'a pas ramené l'enfant à l'heure prévue, ou qu'il a oublié le rendez-vous chez le médecin, ou ainsi de suite. Enfin, je vous ai pris des exemples par rapport aux enfants, puisqu'on est sur un groupe de mamans. Mais évidemment, il y a toute une variété de conflits, toute une variété de situations.
Et en fait, on peut appeler tout simplement cela une dispute. Donc, je vais plutôt utiliser le terme dispute pour que ce soit plus accessible, plus simple et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est vrai que c'est assez étrange finalement, je pense, au début, quand on se marie, on dit, enfin, on est dans la période en général lune de miel. Ce qu'on appelle la période lune de miel, parce que vous savez que dans le couple, il y a différentes étapes, différentes périodes. Et la période lune de miel, c'est la période où on est bien, on est vraiment amoureux, on ne voit plus rien que notre amoureux, on est complètement subjugué. Et à ce moment-là, justement, on va refuser finalement le conflit. Ça veut dire que on va essayer à tout prix de ne pas trop se disputer. C'est inconscient, on s'en rend même pas compte, c'est même plus fort que nous. On est tellement aveuglé de toute façon qu'on lui passe tout. On a du miel dans les yeux. Voilà. On lui passe tout, il nous passe tout, tout va bien, c'est génial. Et puis, il y a la période différenciation. C'est-à-dire que là, on sort de la période lune de miel qui est un petit peu une période de fusion. On fait un avec l'autre, on a l'impression qu'on fera toujours un. Alors, le but, bien sûr, c'est de faire un, mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'on va devoir construire l'amour. Et c'est pas si évident. Ce n'est pas comme ce que Hollywood a bien voulu nous apprendre ou a voulu nous apprendre. Ça va être plutôt une période où on va rentrer à l'intérieur de la relation. Et là, on va vraiment apprendre à se connaître. En fait, c'est ça la vraie relation. C'est quand j'apprends moi à m'affirmer et lui à s'affirmer. Là, je commence à être moi. Et lui commence à être lui. Et je suis pas en train finalement de faire semblant d'être dans le rapport de séduction sans arrêt, de montrer que ma meilleure image, de me maquiller. Si on pouvait illustrer au niveau physique, ce serait, je suis en train voilà, quand je sors, on sort tous les deux, bah forcément, je suis en train de me maquiller, je me mets sur mon 31, je suis hyper classe, je suis hyper stylée, lui aussi. Waouh, on est trop beau, on dirait des acteurs. Puis après, ben, on commence à se connaître, on se voit en pyjama, on se voit demander. Ah, il y a un problème de connexion. Voilà, on se met en pyjama, on est dans nos tenues un petit peu plus détentes, on se permet, d'accord? Maintenant, c'est normal aussi, on ne va pas tout le temps se montrer dans nos super tenues, on est d'accord, on est aussi obligé d'être naturel. Et c'est là justement qu'on crée une complicité. Si je ne me permets pas d'être naturel, alors je ne serai jamais complice avec l'autre. Donc, je me mets naturel, mais là, évidemment, il arrive que je ne sois pas d'accord avec lui et qu'il ne soit pas d'accord avec moi, qu'il ait des réactions que je ne pouvais imaginer, je ne pouvais anticiper, je ne pouvais prévoir ce genre de réaction chez lui. Et inversement, il ne s'attendait pas à ce que je crie. Moi qui avais la voix si douce, qui était tellement souriante, comment je peux crier? Et oui, je peux crier. Et donc là, c'est ce qui s'appelle, donc je vous ai dit, la différenciation. L'étape de différenciation, donc je m'affirme. Et c'est très bénéfique. Mais c'est une période assez difficile, c'est vrai, parce que c'est une période où on va s'affronter vraiment. C'est une période où on va exprimer nos opinions. Au début, on essayait un petit peu d'être d'accord, surtout, parce qu'on a aussi cette croyance intérieure. Alors quand je parle de croyance, attention, c'est pas une croyance, comment on va dire, c'est pas une croyance religieuse, c'est pas non, c'est pas je crois en ça depuis toujours, c'est pas seulement ça, c'est même nos croyances inconscientes en fait qui nous définissent, d'accord? Donc je fais juste une parenthèse là-dessus pour qu'on se comprenne bien. C'est en fait depuis que je suis petite, par exemple, j'ai très peur de la balançoire. Il s'est passé un événement dans ma vie. Quand j'ai eu 4 ans, je suis tombée de la balançoire, je me suis fait très mal. Depuis, je peux pas m'approcher d'une balançoire. Donc pour moi, la croyance de la balançoire, c'est dangereux, d'accord? Ça, c'est une croyance interne qui est propre à mon vécu, qui est propre à mon passé, qui est propre à mon histoire, évidemment, qui n'a rien à voir avec la réalité de mon ami ou de mon conjoint ou ainsi de suite. Mais cette croyance va faire de moi aussi ce que je suis, va me définir. Donc on en a des millions comme ça de croyances. Et en fait, il se passe quand même qu'il y a des croyances collectives. Et en fait, dans la croyance collective, il arrive très souvent que l'on pense que le couple est quelque chose de magique, d'accord? Bon, c'est pas faux. Mais c'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression que on va être tellement amoureux qu'on n'aura peut-être pas le droit de se disputer, ou le conflit n'est pas le bienvenu, ou c'est dangereux de se disputer parce qu'on risque d'arriver à une rupture. D'ailleurs, ça arrive très souvent à des personnes qui ont elles-mêmes vécu dans leur enfance ou chez leurs parents au sein du contexte familial un divorce. Donc pour elles, le conflit va être quelque chose de
très effrayants. Et elles vont avoir la peur du conflit. J'ai peur de me disputer avec mon mari, j'ai peur de l'affronter parce que j'ai peur de la rupture. Quand je vois conflit, je ne vois pas que conflit. Quand je vois dispute, je ne vois pas que la dispute. Je vois plus loin, je vois rupture. Je ne sais pas si en fait, il peut y avoir une fin positive à ce conflit. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je me renferme. J'ai peur. Ça peut être parce que j'ai vécu un divorce, mais ça peut être autre chose. Ça peut être parce que moi-même, en tant que petite sœur, j'ai vécu beaucoup de disputes avec mes frères et sœurs et j'étais toujours celle qui perdait. Donc j'ai peur maintenant de m'affronter à l'autre. Je me sens fragile, je me sens faible, vulnérable, et ainsi de suite. Encore une fois, toute une panoplie d'événements, de ce que j'ai pu vivre qui m'a dérangée, qui m'a fait peur, qui m'a effrayée, qui a suscité en moi énormément d'émotions négatives et donc qui va faire que quand je vais me retrouver dans cette situation avec mon mari, eh bien, je vais fuir le conflit. Donc, le conflit, encore une fois, peut nous faire peur. Et pourtant, il peut être très positif. Et c'est pas qu'il peut être positif, c'est que même il est nécessaire à la survie de mon couple. Il est nécessaire pour que l'autre me connaisse et que moi, je le connaisse. Il est nécessaire pour que l'on puisse s'aimer véritablement. Combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit « Non, mais moi, j'étais pas naturelle. Pourquoi j'ai rompu avec cette personne? Parce qu'en réalité, je n'étais pas moi. Je faisais semblant d'être ce qu'il attend que je sois pour qu'il m'aime. Mais je n'étais pas véritablement moi. Et donc, à un moment donné, j'ai étouffé, j'ai explosé et j'ai préféré me séparer. Et donc, forcément, c'est pas un constat positif, puisque finalement, depuis le début, je ne me suis pas montrée comme j'étais moi. Et en fait, pour me montrer comme je suis moi, eh bien, je me dois d'être authentique et sincère, oui. Mais pour être authentique et sincère, parfois, je vais me confronter à lui et on va pas forcément être en accord. On va pas forcément être dans les mêmes attentes. On va pas forcément avoir les mêmes objectifs, pas forcément les mêmes aspirations. Donc, je vais m'affronter. Donc là, déjà, je vous parle dans un schéma assez global. Les aspirations, les objectifs, c'est global. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, ça va se traduire par une façon de faire différente. Moi, je vais avoir une façon de ranger ou une façon de voir ma maison et lui, pas du tout la même chose. Il va pas avoir du tout la même façon de voir cette façon de faire, cette façon de ranger, cette façon de vivre ma vie de couple, cette façon même d'éduquer mes enfants. Donc, en fait, c'est encore une fois une panoplie de disputes qui peuvent avoir lieu. Mais il y a une base commune à avoir et il y a une conscience commune à cerner pour justement savoir bien gérer mon conflit. La conscience que je vais devoir développer avec moi et mon conjoint, parce que là on parle du couple, mais en réalité ça peut être aussi dans une relation familiale, une relation professionnelle, une relation amicale, où je vais devoir faire attention à comment exprimer mon aspiration, mon objectif et comment se mettre d'accord. Mais pourquoi en fait, c'est vrai, pourquoi on parle beaucoup du couple? Pourquoi il prend toute son ampleur dans le couple? Bon, déjà parce que évidemment, dans mon couple, je vais vivre avec cette personne au quotidien, on va vivre ensemble à nos côtés, mais surtout parce que c'est une relation d'amour. Et c'est une relation d'amour où en fait, tout ce que moi je vis dans mon passé, c'est-à-dire que tout ce que je suis va vraiment se retrouver dans mon présent avec mon conjoint. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément le vivre avec l'ami, le collègue, le professeur, ainsi de suite. Non, mais avec celui qui partage ma vie, là, je vais rejouer certains scénarios qui sont parfois difficiles pour moi. Parce que de lui, j'attends quelque chose de spécifique. J'attends quelque chose de beaucoup plus fort. Parce que je suis en attente, en fait. Et lui aussi, vis-à-vis de moi. Puisque nous sommes là, l'un pour l'autre, nous sommes censés être complémentaires. Et dans cette relation d'amour, évidemment, eh bien, je vais placer beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Je vais moi-même être celle qui va peut-être beaucoup donner. Donc, encore une fois, je vais attendre beaucoup de l'autre. Et c'est bien là que va se passer, c'est là que justement, je vais être aussi dans la possibilité, dans la capacité d'exprimer qui je suis ou qui je ne suis pas. Et si je ne suis pas authentique avec cette personne qui vit avec moi au quotidien, alors avec qui le serais-je vraiment? Il y a besoin de cette connexion véritable avec mon conjoint pour que j'arrive justement à vivre ma vie. En réalité, mon Shalom Bayit, en fait, là où le Shalom Bayit, pourquoi c'est si important? Parce que c'est le cocon que j'essaye de créer entre... Ça, c'était suspendu. Je m'excuse. J'ai profité du moment où ça a été suspendu.
pour boire. Donc, je vous disais, la personne qui va vivre avec moi ce quotidien va effectivement me suivre, m'aimer, et je vais attendre énormément de lui et va attendre énormément de moi. Parce qu'on est censés tous les deux se donner et s'aimer et construire notre avenir ensemble, notre présent, et construire notre cocon familial avec nos enfants, Bezrat Hachem. Donc forcément que c'est là, dans cette relation, que je vais vraiment avoir à cœur, prendre à cœur, exprimer qui je suis, exprimer où je veux en arriver et exprimer mes objectifs et mes aspirations. Mais en plus de ça, donc là, sujet global, mais en plus de ça, même au quotidien, dans la vie de tous les jours, il va y avoir des moments où on va être d'accord, des moments où on ne sera pas d'accord. Et donc, je vais devoir encore apprendre à exprimer mon ressenti. Je vais devoir apprendre à montrer qui je suis, qui je ne suis pas, et ainsi de suite. Donc, c'est assez compliqué, en fait. C'est très, très complexe comme sujet. Hein. Je vous l'ai dit au début, c'est très complexe. Mais c'est important de savoir comment je dois parler, qu'est-ce que je dois dire, qui je dois exprimer, comment je dois exprimer. Mais avant toute chose, avant de savoir comment faire, c'est ce qu'on va voir dans la suite du cours, on doit savoir avant tout que est-ce que je suis vraiment dans mon couple, et pourquoi ça s'exprime tellement, et pourquoi c'est tellement important le conflit finalement, pourquoi la dispute va me permettre finalement de me connaître. C'est vrai, ils vont me dire mais pourquoi je dois me connaître, enfin, je ne veux pas, je me connais déjà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'autre est notre miroir. Dans plusieurs domaines, là aussi, le fait d'être un miroir, on peut le voir dans plusieurs champs, mais surtout, c'est un miroir dans le sens où moi, en fait, si j'ai pas quelqu'un à mes côtés qui a besoin de moi sur certaines choses, et j'ai besoin de répondre à certains besoins que seul moi puisse répondre à ses besoins à lui, si moi, je ne le sais pas forcément, c'est quand lui, je ne saurais pas répondre à ses besoins, finalement, qu'il saura me le faire remarquer. Et du coup, je vais apprendre à me connaître. En fait, j'espère que ça a été clair. Ça veut dire que si moi, regardez, imaginez un miroir. Pourquoi je parle de l'effet miroir? Parce que, imaginez le miroir, d'accord? Je suis là, je me regarde. Quand je me regarde, lui va forcément avoir besoin de quelque chose. Et moi, je vais avoir besoin de quelque chose de lui. Je vais avoir besoin qu'il me regarde, qu'il me complimente, qu'il me montre qu'il m'aime, pour me sentir moi-même valorisée, aimée. Alors, attention, moi-même, personnellement, avec moi-même, j'ai besoin de me sentir aimée. J'ai besoin aussi, moi-même, de m'aimer pour que lui m'aime. Ça aussi, c'est l'effet miroir. Mais si je ne réponds pas à ses attentes et que lui ne répond pas aux miennes, il va y avoir conflit, d'accord. Mais si moi, je ne suis pas finalement dans la réponse à ses attentes et que je vois que je bloque, je n'arrive pas, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à réagir, il m'a blessée, je me sens menacée quand il me parle de cette façon, je me sens menacée quand tout simplement, même s'il me parle gentiment et qu'il attend quelque chose de moi, ça me met sous pression, et bien là, je sais qu'il y a quelque chose chez moi que je dois travailler. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est à cet endroit-là que c'est intéressant. Alors, je vais illustrer avec un exemple, parce que les exemples parlent beaucoup mieux. On va expliquer avec le physique, d'accord? Si j'avais un vêtement, d'abord, comprendre que quand je me dispute avec quelqu'un, avec mon conjoint, pardon, si à ce moment-là, je me dis, je ne me reconnais pas, j'ai l'impression d'être un monstre, et pourtant, combien de fois j'ai entendu ça d'ailleurs en consultation, on me dit souvent, mais moi, je suis une personne vraiment hyper sociable. Tout le monde m'adore. Non, mais vraiment, c'est pas pour me vanter, tout le monde m'adore. Mais moi, j'adore tout le monde. Je suis très sociable. J'ai un rapport à l'humain qui est très, très, très positif, très bon. Je sais m'arranger avec tout le monde, au niveau professionnel, au niveau, même à l'école, je m'entends avec tout le monde. Au niveau de mon travail, ça va très bien. Avec des amis, j'en ai depuis 10 ans et ça n'a jamais changé. Donc, pourquoi maintenant, avec lui, je me dispute? En gros, ce que la personne essaie de me faire passer comme message, c'est sa faute. Cette personne est horrible. C'est-à-dire, en vérité, mon mari a un problème ou ma femme a un problème. Mais en tout cas, c'est pas moi. D'accord? Et en réalité, pourquoi je me transforme en monstre? C'est-à-dire que là, on me dit souvent, j'ai l'impression d'être un monstre quand je suis face à lui. Pourquoi? Parce que je dis des mots que je n'ai pas l'habitude. Je commence à insulter alors que c'est pas moi. Je deviens hystérique, c'est pas mon style. Donc c'est lui qui me sort de moi. C'est lui qui ne sait pas se comporter avec moi. Et c'est lui qui me fait sortir de moi. Moi, de base, je suis une personne vraiment sympathique. Et franchement, je ne comprends pas comment j'arrive à cet extrême-là. Et si j'y arrive, c'est de sa faute. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une façon de gérer, et c'est vrai que parfois, le mari a pile les mots qu'il faut pour nous mettre hors de nous. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Personne n'échappe. On est tous passés par là. Le mari a le don de nous mettre hors de nous. D'accord. Maintenant, pourquoi alors ça me concerne?
Qu'est-ce que je dois moi corriger? En quoi ça veut dire que je dois me travailler, puisque c'est lui en fait le fautif? Parce qu'en réalité, alors justement, c'est là le point très important à saisir, important à comprendre, c'est que justement, à ce moment-là, vous devez comprendre que si vous, justement, vous sortez de vous-même, quand il a dit quelque chose, qu'il a fait quelque chose, qu'il a réagi d'une certaine manière, et là, vous avez perdu tout vos moyens. Et vous avez, voilà, vous avez été super nerveuse, impulsive, méchante dans vos propos, peut-être même insultante. Vous vous êtes transformée, vous ne vous reconnaissez plus. Vous vous dites, ça y est, j'ai même honte de ce que j'ai dit, j'ai même honte de ce que je suis devenue. Et en fait, je déteste même la personne qui m'a fait devenir comme ça parce que je déteste l'image que moi, j'ai renvoyée. J'ai toujours travaillé sur moi-même pour être une personne sympathique et agréable. Et là, hop, en un clin d'œil, avec sa façon de parler, avec sa façon de réagir, j'ai pété les câbles. Voilà, faut le dire, j'ai pété les câbles. Donc, comment c'est possible que ça se passe comme ça? Alors voilà, c'est là que je voudrais vous illustrer. Imaginez que physiquement, vous avez une blessure. D'accord? Vous avez une blessure qui est, voilà, on va dire sur le bras, une entaille de 5 cm. Imaginons que vous ne la voyez pas. D'accord? Pour notre exemple, on a besoin que vous ne voyez pas ça. Et vous ne voyez pas et vous allez forcément, vous n'allez pas chez le médecin en fait. Vous vous dites non, c'est pas grave, je suis capable de vivre avec, je suis forte, moi, je suis une warrior, c'est bon, je peux y aller. Donc je vis avec ça. Je vis avec ça et je continue à avancer. J'ai mal, mais j'apprends à vivre avec ma douleur, je ne la remarque même plus. Ok. Maintenant, un jour, je suis assise à une table et puis il y a toujours vous voyez cette entaille là, comme si elle était là. Et ça saigne. Mais je m'en aperçois même plus, je fais sécher, tac, 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 hop, et puis je repose mon bras. Puis on est assis autour d'une table, là, mon mari vient s'asseoir à côté de moi et il fait comme ça. Hop, je roule. Et là, je pousse un hurlement. Oh, pas évidemment, c'est une blessure, une entaille qui date depuis au moins 5 à 10 ans. Elle est là, j'ai appris à vivre avec. Et là, il arrive, il me touche là-dessus. Et moi, je hurle. Qu'est-ce que je dis? C'est sa faute. Parce que, pourquoi je dis c'est sa faute? Parce que je ne me suis pas aperçue que on va dire, on imagine que cette blessure ne se voyait pas à l'œil nu, d'accord? Donc moi, j'ai pas vu que j'avais une blessure, donc lui, quand il m'a touchée, j'ai hurlé, donc c'est lui qui m'a fait mal. En réalité, la blessure était là bien avant. Et lui n'a fait que me frôler. Et j'ai démarré au quart de tour, j'ai hurlé parce que j'ai eu mal, d'accord? Eh bien, en fait, c'est exactement pareil au niveau d'une blessure morale. Au niveau d'une blessure morale, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, au niveau physique. Seulement, la différence avec le physique et l'âme et le psychique et la blessure émotionnelle, au niveau de l'émotion, ça ne se voit pas. Tout est intérieur. Et même moi, je ne le vois pas. Même moi, je peux par exemple dire « Ah, j'ai quand même un petit tempérament un peu nerveux, c'est vrai, je suis un petit peu impulsive, oui. » Mais en fait, parfois, c'est pas seulement une question de caractère, c'est une question de douleur. Je vis avec une blessure bien ancienne qui est tellement ancrée en moi que je ne fais même plus attention à elle. Et quand je me retrouve dans une certaine situation avec mon mari, eh bien, il appuie là où ça fait mal. Pourquoi lui, il appuie? Parce que lui, je l'aime. Lui, il compte pour moi. Et donc, forcément, quand il va me dire un mot, une phrase, paf, ça va toucher pile à l'endroit, c'est-à-dire que je vais prendre à cœur parce que je tiens à lui. Et lui, je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise relation avec lui, je n'ai pas envie que ça tourne mal, je n'ai pas envie que ça ne fonctionne pas. Donc, quand il va me dire quelque chose, je prends directement à cœur. Et je démarre donc au quart de tour. Et d'ailleurs, je le dis souvent ça, mais c'est important parce qu'apparemment, c'est pas si évident. C'est que, en vérité, quand il y a des disputes, ça prouve que l'autre compte pour moi. Sinon, je ne m'énerverai pas. En réalité, je ne sais pas, moi, je ne m'énerve pas avec tout le monde dans la rue ou dès qu'on me dit une réflexion. Je ne prends pas tout le temps à cœur. Avec qui je prends véritablement à cœur de façon générale? Dites-moi vous. Avec qui je prends à cœur? Avec les gens qui comptent pour moi. Parce que d'eux, j'attends. Parce que d'eux, je veux leur donner une bonne image de moi. Parce que je tiens à eux. D'accord? Donc, forcément que eux, je tiens à eux, je les aime. Donc, je vais forcément prendre plus à cœur. Et bien, c'est la même chose avec mon mari. C'est la relation privilégiée. C'est une relation très spéciale, la relation de couple. Donc, d'ailleurs, parenthèse, il n'y a que on est dans un groupe de femmes, je peux me permettre, il n'y a que avec mon mari que je vais avoir une relation intime, d'accord? C'est la seule relation où il y a ce genre-là. On est si proche. Si proche, pourquoi? C'est une relation qui compte et qui doit compter pour moi. Et quand il y a une dispute et qu'elle me touche et que je commence à hurler et que je ne me reconnais pas, eh bien, ça prouve que cette relation compte pour moi. Donc, ce n'est pas négatif. D'accord? Ce n'est pas négatif. C'est juste qu'il faut apprendre à recanaliser. Recanaliser en positif cette émotion-là. Parce qu'évidemment,
au moment de la dispute, je suis envahie par un flot d'émotions. Je ne sais même plus comment je m'appelle, je perds tous mes moyens, d'accord? Oui, je parle de ce conflit-là, oui, je parle de cette dispute-là. Je parle pas de la dispute de tous les jours qu'on arrive à gérer. Je parle de la dispute qui me prend les tripes. Je parle de la dispute qui me fait que je ne sais plus qui je suis, que j'ai des envies de meurtre. Voilà. Sur le coup, j'ai des envies de meurtre. Eh bien, c'est à ce moment-là que je sais qu'il y a quelque chose à travailler. Et ce n'est pas forcément lui le fautif. Alors attention, bien sûr qu'on doit tous les deux se corriger, ça ne doit pas venir que de moi, évidemment. Mais si moi déjà, je fais cet effort de me comprendre, si moi déjà, je fais cet effort de me traiter ma blessure dont je vous parlais tout à l'heure, imaginons, reprenons cet exemple, l'entaille que je me suis faite, je vais chez le docteur, je la fais cicatriser, je reviens à la maison, lui, il peut me faire ça, ça me fera beaucoup moins mal. Et si je connais, je prends conscience de ma blessure, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir lui en parler. Je vais pouvoir lui dire, tu sais quoi? Là, n'appuie pas. Là, ne t'approche pas, j'ai mal. Et c'est en train de cicatriser, donc fais attention. Je vais pouvoir me guider vers moi-même. C'est exactement ce que je dois apprendre à faire quand je parle de ma blessure morale, de la blessure que j'ai vécue enfant. Alors vous allez me dire, mais quelle blessure? De quoi tu parles? Mais de quoi? En fait, je parle des blessures qu'on peut vivre. Et alors, ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. Quand je suis dans l'enfance, quand je suis dans l'adolescence. Par exemple, tiens, j'avais une patiente qui avait un problème, en fait, qui a, pendant toute son adolescence, en fait, elle avait vécu une enfance plus ou moins normale, mais au moment de l'adolescence, elle est entrée dans une école, on n'a pas arrêté de la critiquer. On n'a pas arrêté, et elle est tombée amoureuse d'un garçon, voilà, c'était une école mixte, tout ça, elle tombe amoureuse d'un garçon, et là, le garçon ne fait que la descendre, et en public. Donc, humiliation sur humiliation, c'est terrible. Et elle devient complexée. Évidemment, c'est très délicat à ce moment-là, parce que quand on est dans l'adolescence, évidemment, on sait que c'est le moment où on est le plus vulnérable. Et surtout sur le physique, on apprend à découvrir, ainsi de suite. Bref, c'est une parenthèse. Et il la casse toute la journée sur son physique. Ah, t'as un gros nez, mais t'as vu ta tête, mais regarde de quoi t'as l'air, et ainsi de suite, toute la journée. Ça pendant 2 ans. Elle a vécu l'enfer. Et en fait, évidemment, ça a touché l'estime d'elle-même. Ça a tellement baissé son estime d'elle-même qu'après, elle s'est reconstruite, mais c'était quand même quelque chose de très sensible. Maintenant, elle va pour se marier, enfin, elle trouve son futur, son fiancé, d'accord, elle se marie, elle est super amoureuse, elle adore son mari, il est très gentil, tout va bien. Sauf qu'un jour, ils discutent, et de ci, de là, enfin, comment a commencé la dispute? Parce qu'en fait, il devait aller à une soirée, et qu'en allant à la soirée, elle lui demande son avis. Bon, truc classique, et elle lui dit, elle se maquille, et lui, il n'aime pas trop le maquillage, son mari. Et quand elle se maquille, en fait, lui, il lui dit, non, j'aime pas du tout, avec ce maquillage, on a l'impression un peu que tu louches. Et elle, en fait, toute son adolescence, comme je t'ai dit, ce garçon l'avait critiqué, et lui avait justement dit, ouais, de toute façon, alors qu'elle ne louchait pas du tout, hein, je l'ai vu, aucun rapport. Mais lui, il a commencé, évidemment, à l'adolescence, les jeunes garçons sont un peu, pas trop critiqués, mais bon, ils sont pas très délicats, d'accord? Et il commence à leur dire, et il lui avait sorti ça aussi une fois, comme quoi elle louchait, comme quoi elle ressemblait, enfin bref, elle était vraiment pas belle, voilà, tout ce genre de choses. Quand son mari lui a dit ça, ça a fait référence à cette blessure qu'elle pensait guérie, et elle est devenue hystérique. Elle s'est pas reconnue, elle a commencé à hurler, elle a été vraiment très très dure dans ses propos, enfin voilà. Là, le mari évidemment n'a pas compris, enfin, il a compris. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais il ne voyait pas pourquoi elle se mettait à ce point-là dans cet état. Elle-même n'a pas compris, ainsi de suite. Bon, après, ça a pris des ampleurs pas possibles parce que oui, une dispute mal gérée, ça peut prendre des proportions terribles. Et donc là, elle commence à aller voir elle m'a consultée, d'accord, et on a vu dans le passé que c'était ça. Il y avait une blessure qu'elle n'avait pas guérie. Et donc, à chaque fois que son mari lui faisait une petite réflexion sur le physique, maintenant ça fait partie du couple aussi. T'aimes bien mon foulard, je sais pas, moi t'aimes bien comment je suis habillée, t'aimes bien mon collier, t'aimes bien mes yeux, t'aimes bien comment je suis, j'ai grossi, j'ai pas grossi. Bon, on sait que le mari doit dire toujours qu'il ne pense pas que la femme a grossi, d'accord. Mais il y a des moments où il faut parler du physique, on est d'accord. Il y a des moments où on a besoin d'entendre des compliments du mari, il y a des moments où on a besoin d'entendre que oui, on est belle, que oui, on a une valeur aux yeux de notre mari. Et puis il y a des moments où le mari va dire, il est parfois maladroit, il va dire des petites réflexions. On n'est pas obligé de toujours tout prendre à cœur. Et ça touche directement à l'estime de soi. Voilà, maintenant, pourquoi je reviens à ça? Parce que je vous parle des blessures morales. Là, je vous ai pris un exemple, mais ça, encore une fois, il y en a des milliers d'exemples qui peuvent justement nous faire très mal, nous blesser. Et finalement, le mari n'a pas forcément dit quelque chose de très dur, mais moi, je vais le prendre très mal. Et pourquoi c'est si important de voir ça? Parce qu'en réalité, si je n'ai pas
mal à ce point, si j'ai cicatrisé mes blessures finalement, eh bien je suis capable de répondre d'une façon tout à fait mesurée avec mon mari. Vous savez, en fait, on peut apprendre plein de méthodes, et d'ailleurs là je vais finir en vous donnant bien sûr des astuces pour bien gérer un conflit, mais on peut apprendre plein de méthodes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'une fois, aujourd'hui on m'a dit ça. On m'a dit, j'ai appris plein de méthodes, j'ai participé à plein d'ateliers, j'ai participé à plein de cours. Et pourtant, je n'arrive pas à bien réagir quand je suis dans la dispute. Quand je suis dans la dispute, il n'y a rien à faire. Il me met hors de moi, il n'y a rien à faire. Je perds mes moyens, je ne suis plus moi-même. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Parce que simplement, quand je suis à l'intérieur de la dispute et que je suis sur ma blessure, et ben je peux pas. C'est comme voilà, quand on m'appuie sur la blessure et qu'elle n'est pas cicatrisée et qu'elle est vachement douloureuse, la personne pourra me dire jusqu'à demain, mais arrête de crier. Je peux pas crier, j'ai trop mal. J'ai trop mal, d'accord? Eh bien, c'est pareil. On pourra m'apprendre toutes les façons. Alors, oui, à ce moment-là, c'est comme si on me disait, à ce moment-là, respire, dis à l'autre que tu as mal et qu'il faut qu'il s'éloigne. Mais j'arrive pas, je suis sous l'emprise de mon mal, sous l'emprise de la douleur. Je ne suis plus moi-même. Il faut des forces énormes pour arriver à se contrôler quand je suis sous la douleur. On est d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose quand c'est moral. Et j'aurais beau essayer, apprendre toutes les méthodes, voir plein de films, de livres, je sais pas, d'émissions, de vidéos, ça pourra un petit peu m'apaiser. Mais la blessure intérieure, elle est là. Donc la douleur est encore là. Donc je ne peux pas encore apprendre à parler de façon mesurée. Et en plus, le pire, c'est que plus je me remplis de cours, je sais pas moi, de pensées positives, de tout ça, plus je me sens nulle. Je me sens à la hauteur, je me dis, regarde, j'arrête pas d'apprendre comment il faut faire, parce que souvent dans les cours, qu'est-ce qu'on apprend? Comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, comment il faut parler. Et en fait, je vais essayer ce genre des méthodes, et en fait, je vais m'apercevoir que je n'y arrive pas. Donc, je vais me sentir en échec permanent. Et comme je vais me sentir en échec permanent, je vais être dans la dévalorisation. Et comme je suis dans la dévalorisation, eh bien, je perds de l'estime de moi, d'accord? Et donc, je vais être encore plus frustrée, je vais être encore plus énervée et je vais être encore plus impulsif et agressif, d'accord? Donc, d'abord aussi se rappeler que l'agressivité ne vient jamais par hasard. Il y a forcément, et l'impulsivité non plus, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Donc, voir au-delà de la réaction. Et c'est valable pour nous, c'est valable aussi pour le mari. C'est vrai, voilà, hier, j'ai eu un couple qui me disait, mais s'il est agressif, mon mari, enfin, s'il est comme ça, c'est qu'il m'aime pas. Une femme, quand elle voit son mari agressif, elle se dit tout de suite, il m'aime pas. S'il me répond mal, c'est qu'il m'aime pas. Non, c'est pas qu'il vous aime pas. C'est simplement que là, il est dans lui-même sa douleur. Il peut être aussi dans la reproduction de schéma, il a vu ça chez ses parents, c'est vrai. Mais il peut être aussi dans j'ai mal, et je deviens agressif quand j'ai mal. Donc, surtout, n'oubliez pas que chez les hommes, dans le cerveau, c'est beaucoup moins développé la partie communication que chez les femmes. Donc, forcément, il ne va pas penser à expliquer. Il va tout de suite crier et être agressif. Donc, se dire aussi, voir derrière toujours ce qui peut se cacher, derrière ce comportement. Ce n'est pas forcément contre moi, je ne vais pas forcément le prendre personnellement, parce que moi aussi, ça peut m'arriver, mais je vais essayer de comprendre qu'en fait, il y a une blessure qui se cache derrière. Donc ça, c'était un élément important à saisir avant justement d'entamer la suite, d'entamer le comment je dois gérer. Et ensuite, je vais aussi vous parler des éléments perturbateurs du conflit. C'est-à-dire comment les ennemis en fait de la paix des ménages, on va dire. Alors d'abord, pour résumer un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est que d'abord, le conflit, la vraie dispute, quand je parle de la dispute, c'est la vraie, la bien musclée, la bien corsée, quand on s'affronte et qu'on se crie, mais à tue-tête, qu'on devient hystérique, qu'on dit des mots qu'on n'aurait pas voulu entendre de notre bouche et de la bouche de l'autre, que ça va vraiment beaucoup trop loin, eh bien, on va se répéter cette phrase. Un conflit est la résultante de des blessures inconscientes, parce que oui, ce sont des blessures dont je n'ai pas conscience encore. Donc, c'est deux blessures qui se parlent. Et vous remarquerez que très souvent dans un couple, c'est comme si je suis attirée par la même blessure que moi. J'ai été humiliée dans mon enfance, eh bien, je vais être attirée par une personne aussi qui a été humiliée. Très souvent, c'est comme ça. J'ai trouvé ça injuste, j'ai eu la blessure d'injustice, je vais être attirée par quelqu'un qui a aussi la même blessure. Pourquoi? Pourquoi en fait? C'est vrai. Pourquoi c'est toujours les mêmes blessures qui s'attirent? Eh bien parce que je sais que l'autre est capable de me comprendre. On peut tous les deux se penser la blessure. Mais ça, on n'est pas conscient de ça. C'est complètement inconscient. J'espère que ça vous ennuie pas trop que je vous parle de ça. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi j'ai pas de commentaire du tout. Je me dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon... Je suis une petite pause là. Est-ce que c'est parce que ça marche pas ou est-ce que c'est parce que vous ne faites pas de commentaires? C'est bizarre. D'habitude, il y a toujours des commentaires. Surtout que là, je soulève des sujets
important, je sais pas. Bon, je m'excuse, je bois une seconde. Voilà, donc maintenant, vous n'avez pas de questions, ça m'étonne quand même. C'est très bizarre. Bon, alors, donc voilà, pourquoi donc, ces deux blessures inconscientes qui se rencontrent et qui s'affrontent. Et forcément, les blessures, ça fait mal. Donc, ah bah si, il y a des commentaires et je ne les vois pas. Voilà. Intéressant, pourquoi je ne les vois pas? Je ne sais pas. Bah écoutez, moi je vais regarder sur mon téléphone parce que là je suis sur mon... Voilà, je vous dis tout, hein, puisqu'apparemment j'ai des commentaires, mais ça me rassure, vous ne savez pas comment j'étais inquiète de ne pas avoir de commentaires. Je me disais, oula, en fait je les saoule. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les questions sur mon téléphone, puisqu'apparemment sur mon ordinateur, ça ne vient pas. Et là je vois que j'ai des commentaires. On est là, Déborah me dit... Bon, écoutez, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas les commentaires, mais voilà, sachez que je la regarde sur mon téléphone, que si vous avez des questions, on le fera comme ça. C'est très embêtant. Ah, je vois un message de Sarah. Ça marche, ne t'inquiète pas, elle me dit. Ah bah merci beaucoup, Sarah. Je sais pas, voilà, je sais pas pourquoi, je vois pas les commentaires, parce que c'est dommage. Bon, alors, il y a Gloria qui dit comment peut-on poser des questions. Ben, posez-les et je vais essayer de voir maintenant. Je pense que je vais les faire en, comment on va dire, en décalé du coup, parce que je parle là et les questions sont là, voilà, à côté de moi. D'accord. Bon, bah, je suis contente. Franchement, voilà, je vais être plus détendue, vous allez le sentir, parce que j'étais vraiment pas rassurée. Voilà. Merci à toutes hein, de m'avoir écrit. Voilà. Ok. Alors, merci Rivka, c'est un grand compliment. Tu me dis on est figé. Alors, si Rivka, j'arrive à la figer, parce que franchement, j'en profite. Hein, je fais une parenthèse, je me sens à l'aise. Franchement, j'ai adoré ton direct. Vraiment, colle à cavode. C'est un mélange d'expérience vécue, un mélange de professionnalisme. Bravo. Franchement, qu'un mot à dire, bravo. Alors, je continue. Donc, j'étais en train de vous dire la blessure. Donc, on a deux blessures. On a tous les deux blessures. Et forcément, très souvent, d'accord, on va rencontrer la même blessure chez notre conjoint. La même. Alors, évidemment, les situations ne seront pas les mêmes. Pourquoi les situations ne seront pas les mêmes? Parce qu'on n'a pas la même vie, on est tous différents, évidemment. Mais vous allez vous ressentir. En fait, là où on va se rencontrer, c'est dans le ressenti. Et parfois, même la situation n'a l'air aucun rapport. J'aimerais vous trouver un exemple là, de deux blessures. Par exemple, ouais, j'en ai un. Il y a un homme, ses parents lui ont divorcé. Et pendant le divorce, ça a été difficile pour lui. Il a très mal vécu le divorce. D'accord. Il s'est senti rejeté. D'accord. Maintenant, sa femme, il va être attiré par une femme qui, elle aussi, a connu ce sentiment de blessure, de rejet dans son passé. Et en fait, elle ne va pas forcément avoir vécu un divorce. Ça veut dire que non, c'est pas forcément par rapport au divorce. Ça peut être que ses parents sont restés ensemble, mais elle a eu une sœur qui est très rapprochée d'elle, disons 16 mois d'écart, et elle s'est sentie beaucoup moins, elle s'est sentie rejetée par exemple par rapport à sa sœur. Ça peut arriver, c'est son ressenti. Attention, ses parents les ont aimés, ont eu l'impression d'avoir donné autant d'amour à l'une qu'à l'autre, mais elle a cette blessure-là. Et en fait, ce qui est très délicat et ce qui est très difficile à cerner, c'est qu'on peut avoir des blessures de rejet, c'est-à-dire qu'on va avoir un ressenti complètement différent de la situation, c'est-à-dire que c'est, comment vous dire, c'est très propre à soi. Il n'y a que nous qui pouvons vraiment dire ce qu'on a ressenti et ressentir en fait. Personne ne peut se mettre à notre place véritablement, personne ne peut comprendre ça comme moi qui l'ai vécu. Ça veut dire que d'extérieur, on peut se dire non mais ça va, tu as une famille super aimante, moi je connais ton père, je connais ta mère, j'ai toujours vu à quel point ils étaient investis pour toi, et pourtant, tu es là en train de dire que personne t'a jamais aimé. Non mais attends, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, on peut dire que ça semble n'importe quoi. Mais en réalité, si la personne l'a senti, et elle va vous donner des exemples en général, elle va dire non, je me rappelle qu'à tel jour, je me suis sentie très seule parce que toutes mes sœurs elles étaient invitées à un anniversaire et pas moi, par exemple. Et mes parents, ils étaient occupés, ils étaient chacun dans leur, je sais pas, ma mère en train de cuisiner, je sais pas, là je fais un peu la caricature, genre la mère à la cuisine, le père au travail, mais je sais pas, mes deux parents au travail, et j'étais seule à la maison, je me suis sentie très très seule. Donc là, c'est pas par mes parents que je me suis sentie rejetée, c'est par les copines ou par la situation, d'accord, mais moi, mon ressenti, j'ai dans mon cœur ce sentiment de rejet. Et finalement, et c'est pour ça que c'est important finalement de revoir les choses à plat, de revoir les choses avec beaucoup de recul, de revoir les choses avec nos yeux d'adultes. Parce que nos yeux d'enfants ressentent tout,
mais ne comprennent rien, d'accord? C'est-à-dire ne comprennent rien. Ils ne peuvent pas conceptualiser, ils ne peuvent pas intellectualiser, ils ne peuvent pas raisonner véritablement, ils n'ont pas encore les outils nécessaires, c'est normal. Leur cerveau n'est pas encore tout à fait développé, la capacité de raisonnement non plus, la logique non plus, mais ils ressentent très fort. Maintenant, à ce moment-là, elle a ressenti. Maintenant, 20 ans plus tard, je suis devenue une adulte, mon ressenti me poursuit, reste avec moi. Tant que je ne l'ai pas revu avec mes yeux d'adulte, je reste avec ce ressenti. Donc quand je vais être mariée, quand je vais être dans mon couple et que mon mari va un soir, voilà, il y a le mariage d'un membre d'une fête, de la famille ou même d'une collègue de travail. Et là, le timing fait que moi, j'ai les 4 enfants à la maison, que je ne peux pas aller avec lui, que tout ça, pour une raison XY, je ne veux pas aller avec lui, je ne connais personne, ça me saoule d'aller avec lui au travail, enfin avec les collègues de travail, je le laisse aller seul. Et lui, il ne va pas dire, viens avec moi, j'ai envie que tu viennes. Il ne me le dit pas, cette phrase. Il y va, il dit, bon, ok, je pars après le travail, j'y vais directement. Et là, je me sens rejetée. Et là, il rentre, et je ne sais pas m'expliquer moi-même, je me sens super mal, mais je ne sais pas dire, je me suis sentie rejetée. Parce que je ne sais pas le voir moi-même. Je ne sais même pas dire que dans mon enfance, je me suis sentie rejetée forcément. Parfois, je sais, parfois, je ne sais pas, hein, d'accord? Mais je me suis sentie rejetée très fort parce que là encore, je fais référence à la blessure que je vous ai expliquée tout à l'heure. J'ai mal, j'ai déjà une blessure de rejet. Donc quand lui, il y va, je me suis sentie rejetée. Il m'a pas dit, viens ma femme. Il m'a pas dit, oh, j'aurais tellement voulu que tu sois avec moi. Il m'a juste pas dit cette phrase-là. Il aurait simplement fallu qu'il me le dise pour pas que je le ressente, mais il ne l'a pas dit. Et là, il rentre le soir, je lui fais une scène, mais alors mémorable. Et lui, il va dire quoi? Juste pour ça, on était d'accord. Non, on n'était pas d'accord. Je t'ai pas dit oui avec le cœur. Je t'ai dit oui parce que il n'y avait pas de babysitting, il n'y avait pas de babysitter, j'étais un peu débordée. Ok, mais tu aurais pu insister ou tu aurais pu me dire non, je veux venir avec toi absolument, je sais pas. Et là, ça va prendre une proportion. En réalité, c'est parce que ça fait référence à ma blessure du passé. D'accord? Donc, je sais, je mets plein de sujets, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que la blessure du rejet de mon enfance va ressurgir à un moment donné où je ne m'y attends pas. À une situation X ou Y qui n'a pas forcément fait part du rejet, c'est-à-dire on n'a pas remarqué que c'était forcément le rejet. Là, je ne suis pas rejetée, il est juste allé à un mariage. Ben, moi, je me suis sentie rejetée dans mon ressenti parce qu'aussi, je n'ai pas su voir avec mes yeux d'adulte mon enfance. Je n'ai pas su pardonner aussi mon passé. Je n'ai pas su pardonner, par exemple, mes parents, mes frères et sœurs, mes copines qui ne me calculaient pas assez, et ainsi de suite. Donc, je suis encore dans la blessure profonde. J'ai encore cette blessure qui me fait mal et qui me fait hurler quand mon mari maintenant va me frôler. D'accord? Je fais référence à tout à l'heure ce que je vous ai expliqué. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, donc, je vous redis, mon mari a certainement cette blessure aussi. Et forcément, en fait, ce qui est génial, en fait, quand on a la même blessure, c'est que bon, d'accord, oui, ça risque d'être explosif dans un premier temps, parce qu'au départ, on ne sait pas forcément se comprendre, on ne sait pas forcément voir que c'est la même blessure. Mais dans un deuxième temps, c'est assez intéressant, c'est pas intéressant, c'est très fort en énergie. Parce qu'à partir du moment où on va comprendre cela, on va savoir mettre des mots, et bien le conflit va s'estomper de lui-même et on va s'aimer beaucoup plus fort parce qu'on est capable de se comprendre. On va être capable d'être empathique hein, pour le bon. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Je ne vais pas brûler les étapes. Il y a tellement de choses à voir. Je vous ai dit, c'est un sujet mais hyper fort. C'est un sujet qui, en atelier, quand je traite le couple en atelier, que pour femmes, mais je traite ça, eh bien, c'est un sujet qui mérite. Souvent, je dis, bon, 4-5 ateliers là-dessus, et en réalité, on en a besoin d'une dizaine. Parce que c'est énorme tout ce que ça peut renfermer le conflit. Et c'est pour ça aussi que c'est un tremplin. C'est pour ça que c'est tellement intéressant d'ouvrir ce sujet, ce dossier, on va dire, d'en parler, parce que le conflit n'est pas forcément négatif. Et on a trop souvent cette impression que le conflit est négatif. On a trop souvent l'impression que ça y est, si je veux pas, j'ai peur. Si je me dispute, on s'aime plus. On est en train de se perdre. On n'est pas en train de se... Voilà, il n'y a plus d'amour. Non, non, non. On a juste besoin de savoir comment le vivre, ce conflit. Mais on est prêt, on peut le vivre d'une façon très positive et au contraire, s'aimer encore plus fort. On est en pleine construction, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va m'aider finalement de savoir, de me connaître, en fait, de savoir qui je suis là-dedans, comment parler, tout ça. En fait, ce qui va m'aider, c'est mes émotions. Mes émotions, c'est en fait ma carte de route, c'est mes panneaux de signalisation, d'accord? C'est mon code. Vous savez, quand on apprend le code de la route, qu'on est sur la route, hop, 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 on apprend, si on ne peut pas conduire, d'accord? Si on n'a pas appris le code avant. Parce que je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche, je ne sais pas si je dois le rouler à 100 mètres, km/h, 100 km/h, ou si je dois 50, enfin bref, j'ai besoin de ces panneaux-là pour savoir où je vais, quelle direction prendre, quelle voie prendre, d'accord? Bien sûr, je dois décider où je vais aller, bien sûr. Mais parfois, mes émotions m'amènent là où je ne veux pas aller. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, je dois savoir lire ces émotions. Comment j'apprends à les lire? Alors d'abord, je dois savoir
les accueillir. Parce que malheureusement, on a trop tendance à les repousser, à les refouler. Ah non, 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 je veux surtout pas pleurer, moi. Combien de fois j'ai vu ça en consultation? Ah non, mais moi, j'ai pas du tout l'habitude de pleurer. Non, non, je peux pas, excusez-moi, excuse-moi. Alors, des fois, les larmes, elles tombent et on s'excuse. Mais il n'y a pas besoin de s'excuser. Au contraire, elles sont les bienvenues, ces larmes. Elles sont libératrices. Elles sont là pour exprimer un ressenti. Et quand je les laisse sortir, ces larmes, eh bien, j'évacue. Et donc, j'apprends finalement à me connaître, à me libérer, et je me donne la possibilité de sortir toutes ces émotions négatives pour retrouver ensuite des émotions positives. Souvent, on a très peur des émotions négatives, et encore, je fais une parenthèse, on a très peur de nos émotions négatives parce qu'on a l'impression qu'on va s'enfoncer dedans. Pour me dire, non, non, mais si je me laisse pleurer, laissez tomber, je vais pleurer pendant 2 heures, je vais y arriver. C'est pas vrai. Si je pleure, je me laisse pleurer un moment, en fait, oui, et que j'apprends ensuite à nommer mon émotion, eh bien, j'apprends à en sortir. J'apprends à sortir de ma prison intérieure. Et donc, je suis capable ensuite de parler beaucoup plus calmement quand je suis dans une dispute. Maintenant, je me connais. Maintenant, je sais ce qui me fait mal. Maintenant, je suis capable de parler de mon ressenti tout à fait posément. Je ne suis plus dans la guerre de la lutte, la guerre du pouvoir, comme il arrive souvent. Vous savez, dans un conflit, il ne faut pas oublier, hein, mais quand on dispute, souvent, on rentre dans un rapport de force. Mais tu dis n'importe quoi, c'est moi qui ai raison, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, mais il a l'ouest, mais n'importe quoi. Non. Mais en fait, on veut absolument avoir raison parce qu'on met notre ego en avant. Mais en réalité, pour être véritablement heureux, d'abord, il faut savoir, il faut tuer un peu des deux égos pour créer un couple. Ok. Maintenant, autre chose à comprendre, c'est que si je rentre dans mais il dit n'importe quoi, mais ainsi de suite, je crée 2 perdants. Or, nous, ce qu'on veut, c'est 2 gagnants. D'accord? On se rappelle toujours, je veux 2 gagnants. Je veux pas 2 perdants, je veux 2 gagnants. Et comment je crée 2 gagnants dans un couple? Il n'y a pas, ah oui, autre chose, il n'y a pas un perdant et un gagnant. Ben non, ça n'existe pas dans un couple. Si il perd, ben je me tire une balle dans le pied. Parce que s'il est malheureux, il ne saura pas me rendre heureuse. Enfin, il ne saura pas être épanoui. Et moi, ça me rendra triste. Et moi, je serai mal. D'accord? On est une équipe, tous les deux. Et même si on n'est pas une équipe, ça veut dire si même à l'instant où je vous parle, vous vous dites ah non, moi et mon mari, on n'est pas du tout une équipe, ça va pas du tout, d'accord. Et bien même si on n'est pas une équipe, justement, et ben je suis malheureuse moi aussi qu'on ne le soit pas. Donc je me tire une balle dans le pied. Et il se tire une balle dans le pied quand il me fait du mal. On est d'accord? C'est un vase communicant, le couple. Donc c'est pour ça que c'est important à ce moment-là de savoir que je n'ai aucun intérêt, mais même pour moi, c'est-à-dire si je ne le fais pas pour lui, je ne le fais pas pour moi. Je n'ai aucun intérêt à rentrer dans cette guerre de pouvoir. Si je rentre dans cette guerre de pouvoir, je sais d'avance qu'on va sortir tous les 2 perdants. Il n'y aura ni un gagnant et un perdant. Il n'y aura pas de gagnant, il y aura 2 perdants. Or, moi, le but, c'est qu'il y ait 2 gagnants. Voilà. Donc, ça, c'est important à réaliser, à prendre conscience. D'accord? Maintenant, comment ça se fait? Donc, j'ai parlé de la blessure. Attendez, je reviens 2 minutes dessus pour être sûr d'avoir bien synthétisé. Pour bien synthétiser. On est conscience maintenant, avec ce qu'on a appris ce soir, j'espère, qu'on a quand on rentre dans un couple, il est souvent le cas, on a 2 blessures communes. On a une blessure commune. On s'affronte là-dessus. On apprend à se connaître ensemble. Finalement, on crie, donc je sais repérer que si je crie, c'est que moi, j'ai quelque chose à soigner, à traiter, à cicatriser. D'accord. Si moi, ça me fait ça et que lui aussi, c'est que tous les deux, on a cette blessure. Donc, on va apprendre comment s'en sortir. D'accord. Deuxième chose, je ne suis pas responsable de sa réaction, je suis responsable de ma réaction et je dois agir sur ma réaction. D'accord? Je prends ma responsabilité, j'assume ma responsabilité sur ma réaction. Ok? Et s'il assume la sienne, tant mieux, évidemment, c'est le mieux. S'il n'assume pas, c'est son problème, c'est pas le mien, je ne vais pas commencer à me culpabiliser. Autre chose, il faut se rappeler aussi que toute réaction émotionnelle est une opportunité pour mon couple et pour moi-même de grandir et de m'épanouir et de me responsabiliser. Voilà. Donc ça, c'est important à voir. Maintenant, je voudrais vous expliquer une notion par rapport au couple. Pourquoi? Je vois si vous avez des questions, je fais une petite pause. Parce que je vous dis, moi, je peux parler pendant toute la nuit, quoi. Je peux parler toute la nuit, mais sans m'arrêter. Donc, il faut quand même que je fais des pauses de temps en temps pour voir si vous avez des questions. Si on commente, alors attendez, je ne sais pas. J'ai l'impression que même sur mon téléphone, je vois plus de commentaires. Génial. Bon. Attendez, je vois quand même. Ok, merci Sabrina. Ah, ok. Maintenant. Ok, bon, il n'y a pas de questions apparemment. Chérel, trop drôle, genre que le mari l'attend. Alors,
j'étais en train de vous dire une notion très importante à retenir aussi, à comprendre en fait. C'est surtout, je pense qu'une fois que vous l'aurez entendu là, vous l'aurez compris pour la vie et c'est très important. Et cette notion de, dans un couple, il y a ce qu'on appelle le compte épargne, la banque affective. D'accord? Alors, on va illustrer avec la banque avec les sous, normal, le matériel. Ok. Quand il y a des sous dans notre compte, d'accord? Et que on a une grosse dépense d'un coup pas prévue, la voiture, souvent c'est ça. La voiture, paf, panne de voiture, on est obligé de l'amener au garage, on ne peut pas prendre notre voiture. Et là, il nous a annoncé un prix, genre, je sais pas, allez, 2000 € d'un coup à sortir. Waouh, 2000 €, mince. Quand il y a des sous sur le compte, 2000 €, ça fait mal, ça fait jamais plaisir. Surtout que ça va pas revenir, voilà, c'est une perte sèche, d'accord. Mais j'ai de l'argent encore sur le compte, ça va, ça va. J'ai encore du crédit, je peux tenir. Quand j'ai 2000 € mais que j'avais pile 2000 € sur mon compte, oups, ça craint, ça fait mal. Et là, je vais devoir travailler 10 fois plus fort pour réapprovisionner mon compte. Et quand j'ai déjà découvert, alors là, ça fait très très mal, je risque de m'endetter et je suis encore dans une situation délicate, d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose dans le couple. Je m'explique. Dans la banque, qu'est-ce que ça veut dire la banque affective? Ça veut dire que si dans mon compte, entre mon mari et moi, il y a beaucoup d'affection, d'amour en temps normal, on sait se parler, on s'appelle par des petits mots, mon chéri, mon amour, mon petit cœur, on fait un petit jus à la maison, tac, je te donne un petit jus frais naturel. Tout ça, c'est ce qui remplit mon compte. Tout ce qu'on peut faire de positif l'un pour l'autre, toutes les bonnes paroles qu'on peut se dire l'un à l'autre, toutes les preuves et les actes d'affection et d'amour qu'on peut se donner l'un à l'autre. D'accord? Ça, c'est mon compte. Je l'approvisionne, j'ai du mal avec ce mot, je l'approvisionne tous les jours. Très bien, super, je suis riche dans ma banque affective. Je suis riche d'amour, en fait. Et puis, il y a une dispute, d'accord? Elle est assez dure, ok, on a abordé un sujet qui m'a fait vraiment mal, lui aussi, ok. Nos paroles ont dépassé notre pensée, ok. Mais ma banque était assez fournie, donc ça passe inaperçu. Ou alors, il m'a critiqué quoi? Ah, ça passe inaperçu. J'ai de quoi? J'ai du crédit. Il a du crédit à mes yeux, j'ai du crédit à ses yeux. Parce qu'on prévisionne, on travaille dur, on apprévisionne notre compte commun. On est riche, d'accord? Donc, une dispute ne va pas nous détruire. Et exactement comme au niveau de notre compte financier, eh bien, ça va au fur et à mesure, c'est-à-dire moins j'ai d'argent sur mon compte, moins j'ai d'affection sur mon compte, moins j'ai apprivoisé mon compte, moins j'ai donné de l'affection à mon mari, il m'en a donné, moins j'ai de compliments sur ce compte, et plus la dispute va prendre un impact, va avoir un impact énorme sur moi. D'accord? Sur moi, sur mon couple, en fait. On est d'accord? Vous voyez l'idée ou pas? Ça veut dire que si déjà ça ne va pas, on ne travaille pas notre compte, on n'entretient pas la flamme, ça ne va pas déjà. Eh bien, forcément que la moindre dispute, paf, ça explose. Et là, je suis au bord du divorce. Clairement, si j'ai de manière générale une bonne entente, et pas seulement la bonne entente, elle vient il fait des efforts, on travaille ensemble, ok. Eh bien là, je vais me disputer, mais ça va. On va se réconcilier, ça va. On sait qu'on s'aime quelque part. On sait qu'il y a du crédit, tout simplement. Il y a du crédit. D'accord? Donc, cette notion de banque affective, rappelez-vous-en toujours. On doit savoir apprivoisiner notre compte en banque affective. D'accord? Et c'est jamais perdu le bien que je vais donner à mon mari ou le bien qu'il va me faire. Jamais. Jamais, jamais. Ça me donnera du crédit le jour où un jour ça n'ira pas. D'accord? Parce que ça ne peut pas être rose tous les jours. C'est aussi ce qui fait le charme du couple. Ça ne peut pas être rose tous les jours. D'accord? J'ai besoin de ces moments d'accalmie, ouais, de difficulté pour ensuite me retrouver et savoir que j'ai de la chance d'avoir un mari, par exemple. D'accord? Donc, c'est aussi positif à ce niveau-là. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je voudrais aussi vous parler des 4,5, je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois. Non, 4,5 du couple. Ce qu'on appelle les cavaliers de l'Apocalypse, en fait. Ça veut dire que ces 4 éléments, ça veut dire que, en fait, la dispute destructrice tourne autour de 4 axes. Ok? Je vais vous en parler. Si j'élimine ces 4 axes, déjà, j'aurais apaisé énormément de disputes et j'aurais appris à gérer énormément de conflits. Ça se passera beaucoup mieux avec Marie et moi si j'élimine tout cela. D'accord? Donc, on va identifier les éléments perturbateurs de ma vie de couple et qui vont venir
venir s'immiscer, s'inviter dans ma vie de couple. Ça va être la critique, le mépris, l'attitude défensive, donc ça va être la contre-attaque en fait. Je me sens attaquée, paf, je réagis mal. Et la fuite. La fuite, je me replie sur moi-même, je ne veux plus répondre, je ne suis pas là, cause toujours tu m'intéresses. D'accord? Ces 4 éléments-là sont terribles. Ça veut dire qu'à partir du moment, d'abord, une chose à savoir, c'est qu'une femme, bon, en réalité même un homme, mais une femme, très particulièrement la femme, parce qu'on est beaucoup plus sensible, enfin on a une sensibilité quand même un peu plus développée et très différente de celle de l'homme, hein, ça on le sait toutes. Quand moi, je me fais critiquer, d'accord, c'est-à-dire que là, me dire ah, t'as pas encore fait ci, ou t'as pas encore fait ça, pourquoi t'as. Voilà, je sais pas, ou non, c'est une question critique. Mais disons, sur mon repas, aujourd'hui, je sais pas, c'est un peu trop cuit. Non, tout de suite, la femme, tout de suite, au niveau de la critique, désolé, j'ai pas beaucoup de bons exemples sur la critique, tout de suite, au niveau de ma critique, je vais me dire, ça y est, même pas. Mais c'est inconscient, c'est automatique. Parce que s'il aimait, il ne critiquerait pas. D'accord? Excuse-moi, je fais une petite pause. Voilà. Et pourquoi? S'il aimait, eh bien, il ne me critiquerait pas. C'est comme ça qu'on pense. Vous savez pourquoi on pense comme ça, nous les femmes? Parce que nous les femmes, on se critique beaucoup moins entre nous. Vous avez remarqué le rapport qu'on a entre nous? On est vachement douce, sympa. Ensuite, un compliment d'ailleurs quand je vois... quand je regarde les blessures, non, j'ai perdu le fil parce que je regardais s'il y avait des questions. D'accord. Sosie, Barbara se présente, c'est pas mal. Mais en fait, il ne faut pas lire la question, ça me perturbe. Alors ça, on ne l'avait jamais dit, ok. J'aimerais bien voir ça, enfin. Bref. En tout cas, mince, j'ai perdu le fil, je m'excuse. Oui, c'est ça. Entre femmes, quand on est entre femmes, eh bien, on est beaucoup plus douce. On y va avec beaucoup plus de gants. On met des gants, on met beaucoup plus de douceur. Et donc là, on se comporte totalement différemment. On est vachement plus... Oh, le mot m'échappe. Bon, et vous pouvez même pas me le souffler. On n'y va pas comme ça, franchement. Tandis que les hommes, pas du tout. Les hommes, eux, la critique, pour eux, c'est constructeur. Ça veut dire que c'est constructeur. Oui, c'est constructeur. C'est-à-dire qu'entre eux, ils vont se critiquer, mais pas pour se descendre. Ils ne sont pas conscients que ça détruit, puisque chez eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Eux, la critique, c'est fait justement pour faire avancer les choses. J'en avais un, une fois, il me dit, il dit ça un peu dans sa femme, bref, il me dit, ouais, non, vous comprenez, quand je rentre, je sais qu'elle est débordée, la pauvre, je sais qu'elle a les enfants, donc il était assez compréhensif, hein, on peut dire bravo. Oui, je sais que tout ça, mais quand même, il y a des façons de faire. Et moi, en fait, j'essaie de l'aider. C'est pas méchant. Mais par exemple, je sais qu'elle a un problème d'organisation. Donc je lui dis, fais d'abord le repas et ensuite occupe-toi de ça. Pendant que tu mets quelque chose à cuire sur le gaz, eh ben tu commences à ranger. Je comprends pas pourquoi elle fait pas ça. Donc je lui dis quand je rentre, non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois d'abord t'occuper de mettre le plat à chauffer et ensuite tu t'occupes de ranger la maison et ensuite tu ranges d'abord ça parce que ça ira plus vite. Et ensuite tu prends les enfants avec toi et ensuite. Et quand elle ne le faisait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il critiquait. Ah bah forcément, t'as pas fait comme je t'ai dit. Ah non, mais, bon, évidemment, l'homme a un certain ego, il attend aussi de se sentir écouté. Bon, c'est encore un autre sujet. Mais la femme, quand elle entendait ça, d'abord, ça veut dire tu me remets en question, ça veut dire que tu es en train de me dire je suis pas à la hauteur. Enfin, voilà tout ce qu'elle entend, la femme. Et ça veut dire je ne suis pas celle que tu voudrais que je sois pour la femme. Pour lui, c'est pas ça du tout. Mais rien à voir. Pour lui, c'est je vois les choses de façon totalement pragmatique. Je veux que les choses avancent, je veux que les choses soient faites à temps, je veux que ça avance. Top. Alors je te dis, tac, 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 voilà comment on y arrive. C'est tout. Tu y arriveras comme ça, j'ai plus de méthodes que toi, bah, je te dis, c'est tout. Point barre. Vous voyez l'idée? Alors que nous, tout de suite, ça nous casse. D'accord? Donc, une chose à éliminer et à transmettre à votre mari et à le dire. Vous savez quoi? Je vais vous conter un petit secret là. Enfin, je suis devant un groupe où il y a énormément de monde, mais bon, un petit secret, c'est que quand je me suis mariée, au tout début du mariage, et bien mon mari aussi, évidemment, comme tous les maris, il critique. Et il m'a critiqué au début, mais franchement, je sais plus sur quoi d'ailleurs, j'ai oublié. Et genre, j'ai fondu. J'ai dit quoi, mais c'est pas possible, tu me dis ça comme ça. Je me suis mise à pleurer. Et je lui ai dit non, je peux pas entendre ça. Genre, je peux pas. Pour moi. Et je tombe sur un livre justement qui décrit la critique. J'avais pas fini mes études à cette époque-là. Je tombe sur un livre et je fais lire le passage. Je dis, je t'en supplie, lis ce passage. Et le passage, il disait quoi? Il disait, quand une femme est critiquée, eh ben, elle se sent pas aimée, dévalorisée, mais elle se sent nulle. Et elle a l'impression que vous l'aimez plus. Et je lui fais lire, bon, et c'était beaucoup mieux dit, hein. Je vous ai juste fait le petit résumé. Eh ben, il a lu ça et tout de suite, ça lui a fait un déclic. Il a compris, il me dit, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Je ne pensais pas du tout que c'était comme ça chez toi. C'était vraiment pas pour te vexer.
Et ça m'a tout de suite apaisée et on a pu repartir sur d'autres bases. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important aussi de savoir soi-même se connaître. En fait, quand j'ai lu ce passage, à ce moment-là, vraiment, Mina Chanani, vraiment, Hachem m'a fait un cadeau ce jour-là. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a éclairée. Et je me suis dit, et d'un coup, ça a tout changé. Ça veut dire que si moi, je sais me comprendre, je sais me connaître, je sais qui je suis, je serai capable de l'expliquer à l'autre, d'accord, de façon tout à fait mesurée. Mais si je ne sais pas moi-même qui je suis, bah, je vais rentrer dans le conflit, mais à fond. Allez, on y va, on se déchire. D'accord? Donc, si je suis capable de savoir qui je suis moi et qu'est-ce qui me vexe et qu'est-ce qui ne me vexe pas, comment il faut me parler, comment il ne faut pas me parler, ça ira beaucoup mieux aussi. D'accord? Donc, ça, c'était pour la critique. Le mépris. Qu'est-ce qui se passe dans le mépris? Il faut prendre sur soi, ne pas rentrer en conflit, mais si. Très bonne question, je la réserve pour après, Rebecca. Juste à la fin, je finis juste ce que je disais. C'est vrai que là, ça fait déjà 1 heure que je parle et je suis là. Oula, je comptais vous dire beaucoup plus de choses. Bon, ok, j'essaie de finir, ok, et on verra une prochaine fois. On verra si j'arrive une prochaine fois, si, je sais pas, il y aura l'occasion d'autres directs. Ou sinon, j'ai mon blog aussi, je pourrais refaire un cours là-dessus. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il y a la critique à éviter absolument. D'accord? Absolument. Et même nous, en tant que femme, hein, il y a plein de fois, combien j'entends, oui, mais c'est pas s'occuper des enfants. Et combien d'hommes me disent, non, mais moi, je veux pas m'occuper des enfants parce que quand je m'en occupe, c'est jamais assez bien. Donc, j'arrête. Donc, maintenant, elle se plaint que je fais plus rien à la maison. Bah, forcément, je suis jamais à la hauteur. Donc, c'est valable dans les deux sens. Hein. J'ai beaucoup parlé de nous, les femmes, mais en réalité, eux aussi, ils se sentent parfois rejetés, mal reçus, dévalorisés par nos critiques. Donc, la critique, on oublie. D'accord? Première chose. Deuxième chose, le mépris. Ah ouais, mais je vous ai pas fait toutes les solutions là, si je m'arrête là. Bon, ok. Je vais vous faire le mépris, l'attitude défensive et la contre-attaque, la fuite. Tout ça, je vais vous le faire en résumé et je vais quand même essayer de vous dire vite fait quelques astuces si vous me permettez. De toute façon, je ne vois pas vraiment vous. Ah, ça bug grave chez vous? Mince alors. Bah, ok, d'accord. Ça bug normal. Bon, bah, ok. Écoutez, je ne savais pas que ça buguait. Bon, donc je continue. Dites-moi juste si ça ne vous dérange pas que je continue un petit peu plus, parce que là vraiment, je voudrais vous donner en fait les solutions. J'avais décomposé mon cours en 2 parties, les problèmes et les solutions. Et en fait, j'ai beaucoup trop parlé des problèmes. En fait, il faudrait 1 heure minimum pour parler des problèmes et 1 heure minimum pour parler des solutions. Mais je ne vais pas vous parler 2 heures. Hein. Je ne vais pas aller jusque-là non plus. Vous en faites pas. Je sais qu'il est tard en plus. En tout cas, pour les Israéliennes, il est tard. Alors, où j'en étais donc? Le mépris, le conflit, le mépris, la critique, la fuite, l'attaque, la contre-attaque, c'est-à-dire que quand il m'attaque, il m'agresse, et souvent, c'est vrai, c'est le cas, il y a quelque chose qui va me déplaire, tac, je vais attaquer. Et je ne vais pas forcément mesurer mes paroles, je vais y aller franco. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais attaquer? C'est à moi de voir. Est-ce que j'attaque? Est-ce que je rentre dans le conflit? Est-ce que... Ok. Alors, pourquoi on contre-attaque d'abord? C'est important de savoir pourquoi je contre-attaque, parce que à ce moment-là, on a touché à mon être. Je me sens menacée, donc forcément je contre-attaque. Je suis en mode survie, d'accord? Donc en mode survie, tac, impulsivité du moment, je me défends. Logique, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Mais c'est compliqué d'en sortir. C'est vrai, c'est compliqué à ce moment-là de prendre sur soi et dire non, 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 je ne rentre pas là-dedans, on va en parler calmement. C'est très compliqué d'y arriver, et si on n'y arrive pas, et c'est là que c'est important, et là ça touche aux solutions, si on n'y arrive pas, disons qu'on est après conflit, on est dans la contre-attaque, on a tous les deux réagi très mal, on a été dans un comportement qui a dépassé ce qu'on aurait voulu, on allait très loin, parce que oui, une dispute mal gérée peut dégénérer complètement. Alors, à ce moment-là, quand ça dégénère, qu'est-ce que je dois faire après? Eh bien, tout simplement, alors c'est là que c'est hyper important, j'espère que ça ne va pas bugger, parce que là, je crois que ça bug, parce que moi, en fait, ça saute par moment et ça revient, donc je ne sais pas si, voilà. À ce moment-là, ce qui est très, très, très important, c'est de savoir comment réagir après la dégénérescence. C'est-à-dire que je suis allée dans mon conflit, on y allait à fond tous les deux, mais forcément, on n'est pas content de nous, d'accord? Obligé, on n'est pas content de nous, mais on lui en veut énormément. On dit que c'est de sa faute, on dit qu'il nous a fait très mal, on en pleure, on est mal. Dès qu'il soit, on est mal, on appelle la meilleure amie, on appelle parfois la maman, et ça je déconseille vraiment, parce que la maman, elle n'oublie pas. Nous, après, on va en général, dans le meilleur des cas, bien sûr, on va se réconcilier, mais dans le cas de la maman, elle ne va pas forcément oublier, d'accord? Bon, il y a certains mamans qui oublient, je fais une généralité, mais une maman, c'est une maman, et quand on fait mal à son enfant, même si l'enfant a 40 ans, c'est difficile d'oublier, d'accord? Donc ça, c'est une petite parenthèse encore. Ce qui est important, c'est de se dire que
j'ai fait une erreur, je dois l'admettre. Et il a fait une erreur de parler comme ça. À ce moment-là, ce qui arrive très souvent, et ce que j'entends trop souvent en consultation, c'est on se braque, on se tourne chacun de notre côté, on ne veut plus se parler. Et c'est à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, que tout se joue. Alors oui, on peut se laisser une nuit de sommeil. D'ailleurs, à ce propos, sur mes groupes WhatsApp, oui, j'ai des groupes WhatsApp où je réponds à des questions de façon anonyme, on me pose en privé et je réponds de façon anonyme en public. Et il y avait une question, on m'avait demandé, on m'avait dit, moi on m'a appris que c'est très important de ne pas se coucher fâché. Donc qu'est-ce que je fais pour pas, parce que je ne veux pas me coucher fâché, d'accord. Donc qu'est-ce que je fais? On s'est disputé, on s'est arraché, c'était très dur. Qu'est-ce que je fais? Je lui enlève sa couette et je le dispute jusqu'à que on se parle avant de dormir. Elle me dit, est-ce que je fais bien ou pas? Moi, je suis désolée, je ne vois pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai. C'est pas bon de se coucher fâché, c'est vrai. Parce qu'on sait, il reste jamais ce qui peut se passer dans la nuit, c'est vrai. De l'autre côté, d'arracher la couverture de l'autre et de crier, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Et parfois, aussi, il y a besoin d'un temps de répit. Il y a besoin de... Je prends du recul, je me calme moi-même. Parce que vous savez, la colère, en fait, elle libère en nous beaucoup de substances en nous et qui font que ça reste 1 heure dans notre corps. Et qu'on n'est pas du tout dans un moment où on peut être apaisé. On n'est pas du tout dans... J'ai oublié les substances, alors d'habitude je les connais. Bon, je suis un peu perturbée là, je crois. On a un moment en fait de colère qui va durer environ dans les 72 minutes, jusqu'à que les substances s'évacuent. Donc vous imaginez qu'on ne va pas pouvoir reparler de ça d'une façon calme et posée. Alors le but, c'est qu'on arrive à se parler d'une façon calme et posée, mais qu'on en reparle, oui qu'on en reparle, mais pas quand on est sous le coup des nerfs. Or, parfois, il arrive qu'on discute à 8h, 9h, 10h, 11h, après on est épuisé. Bien dans ce cas-là, moi je dirais non, ce que je lui ai dit, je dis non, c'est pas grave si vous dormez, mais dites-vous juste, on en reparlera demain. Ça doit être un accord qui doit être fait avant même que le conflit arrive, quand tout va bien. Vous voyez, quand je vous parle de la banque affective tout à l'heure. Quand tout va bien, vous pouvez vous dire, oui, quand on se dispute, enfin, on sait qu'on s'aime, nanana, quand on se dispute, eh bien, viens, on fait un accord, on ne se parle pas, on ne continue pas à en parler parce qu'on sait que ça va encore dégénérer, on en reparlera le lendemain. D'accord? C'est important sur le coup de se le dire, parce que si je commence encore à re-rentrer dedans, on ne sait pas où ça peut finir. D'accord? Maintenant, chacun connaît son mari, chacun se connaît. Je vois que j'ai plus de batterie de mon ordinateur. Je m'excuse une seconde, je le rebranche. Ah là, pas organisé celle-là. Bon, c'est branché là, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il aurait plus fallu que ça s'éteigne en plus que ça bug, il aurait plus fallu que ça. Bref, donc du coup, c'est important de se mettre en accord, mais même c'est important de savoir que j'ai besoin d'un temps de répit. Mais c'est important de savoir que j'ai besoin d'en reparler. Alors, qui va en reparler? Ah, la grande question. Tout le monde se dit, ah non, moi je ne vais pas en parler, je ne vais pas me rabaisser, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a mal parlé, et voilà, et ainsi de suite, et nanana, et nanana. Alors, règle importante à retenir. Il n'y a pas de fierté à avoir dans un couple, d'accord? On se rappelle de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je lui fais du mal, je me tire une balle dans le pied. Quand il me fait du mal, il se tire une balle dans le pied. On est à deux, on forme une unité. Si je ne casse pas ces barrières d'ego, d'accord, cet orgueil-là, si je ne le casse pas, mais je suis foutue dans ma vie de couple. Mais foutue. Parce qu'après, je n'arriverai jamais à aller surmonter ça et à voir vraiment ce qui lui a fait mal, ce qui m'a fait mal, et ainsi de suite. Et là, il m'a fait mal, ce qui m'a fait mal, et ainsi de suite. Et là, voilà, j'espère que cette fois, ça va aller, que vous allez me voir. Je crois qu'il y a un temps de décalage, en fait. Donc, tout à l'heure, ça marchait, mais moi, je ne pouvais pas le savoir, puisque chez moi, ça marchait, mais ce n'était pas encore diffusé chez vous. Je ne sais pas, il y a un décalage. D'accord? Donc, je vais continuer, et vous allez me voir normalement. Ouais. Attends, je dis à Sarah, voilà, je vais m'y arriver. Ok, alors, on recommence. Voilà, là, je vois des gens qui commencent à se connecter, donc ça veut dire que vous me voyez, c'est bon signe. Je suis désolée, franchement, trop dommage, j'étais bien lancée là. Et surtout, j'aborde maintenant les solutions. Et c'est aussi une partie qui est tout aussi importante, voire plus, je crois. Donc, j'étais en train de vous parler du côté de se braquer, mais je voudrais attendre que quand même... je voudrais attendre de voir que... Enfin, vous êtes un peu plus nombreux, parce que dommage pour toutes celles, quoique après ce sera rediffusé, pour toutes celles qui y étaient. Voilà, c'est en train de venir, voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire que c'est bon. Alors, je sais pas. Bon, là je vois 11 personnes. Donc déjà, ça commence à prendre, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes
êtes là, vous êtes en train de revenir. Je suis vraiment désolée. En plus, il est tard. Bon, alors, on va remettre, puisque de toute façon, vous pourrez revoir la vidéo. Donc, je vais reprendre là où j'en étais. J'en étais au fait que, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, si on s'est bien discuté, on est allé plus loin encore dans la discussion que ce qu'on aurait voulu, on a des paroles qu'on n'a pas tenu de penser, et voilà. Et puis là, on est vraiment très fâchés, très, très, très fâchés. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc, quand sur mon groupe WhatsApp, il y en avait une qui me posait une question, qui m'avait dit mais moi, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas se coucher fâché, il fallait toujours faire attention à faire la paix avant de dormir. Seulement, quand on est vraiment disputé, c'est très difficile. Donc moi, ce que je fais, lui, il se renferme, il ne veut pas parler et tout, et ben moi, je le sors de sa couverture et je m'arrange pour qu'on se parle, il faut absolument qu'on se parle, c'est pas possible. Et je lui ai dit, en fait, que c'est vrai, elle a raison, il faut chercher à faire la paix, c'est sûr, mais pas de cette façon d'abord. Un, et deux, ça va l'énerver encore plus, en fait. Et que si c'est risqué que ça arrive encore plus, on perd au change. Donc, en fait, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est plutôt se dire, tu sais quoi, on a besoin de répit. Et en fait, quand on est sous l'effet de l'émotion, quand on est sous l'effet de la colère, quand on est encore très fâché, la colère va mettre du temps en fait, à être éliminée de nous. Ça met environ entre 1 heure et 72 minutes pour que ça s'évacue, pour que on ne soit plus en colère en fait. Et pour reparler du conflit, il est très important de ne plus être en colère parce que tant qu'on est en colère, on va encore crier, on va encore s'énerver, ça va être compliqué. Donc, s'offrir ce temps de répit. Mais maintenant, on va toucher à un autre sujet. On risque de se braquer forcément. Ah, il m'a fait mal, il m'a mal parlé, j'ai pas apprécié ce qu'il m'a dit, c'est très grave ce qu'il m'a dit, comment j'aurais cru qu'il aurait pu me dire un truc pareil, et inversement, lui aussi va penser ça de nous, et ainsi de suite. Jamais j'aurais cru que... Alors surtout que les hommes ont horreur des cris, donc dès qu'il voit sa douce femme d'un coup sortir de ses gonds et crier, il va très mal le vivre, et il va dire, ah, moi dès qu'on crie, je peux plus entendre. D'accord? Donc du coup, comment on fait? Est-ce qu'on reste fâché? Est-ce qu'on continue à se faire la tête? Est-ce qu'au contraire, on se reparle? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment que je ne vais pas vous dire qu'on continue à se faire la tête, mais on prend un temps de répit, oui, et ensuite, on se reparle. Peu importe qui fait le premier pas. Ce qui compte, en fait, c'est maintenant de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Oui. Pas revenir sur le sujet du conflit forcément, pas chercher à « t'as raison, t'as tort ». Non, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Il y a parfois deux visions qui s'affrontent, deux perceptions différentes, exactement comme sur le groupe. Ce qui s'est pas vraiment passé cette semaine quand il y a eu des clashs, eh bien oui, on a chacune des vies différentes, des familles différentes, des éducations différentes, des façons de voir différentes, des perceptions différentes. Donc forcément, on ne va jamais être d'accord. Enfin, il y a plein de sujets, on ne va pas être d'accord et c'est normal. C'est normal et c'est beau, Nafka, parce qu'on a besoin de variété, il faut tout pour faire un monde, voilà. Donc, il faut accepter la différence, voilà. Comprendre et accepter la différence. Maintenant, on a beaucoup plus de mal à accepter la différence quand elle est chez nous. Parce qu'on croit, à tort, que chez nous, parfois la femme, quand elle ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas aimée. Donc en fait, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on doit savoir comment l'exprimer, d'accord? On doit savoir dire que quand je ne suis pas d'accord, eh bien, je t'aime quand même. Je ne suis pas d'accord avec ton opinion, je ne pense pas la même chose que toi, mais je t'aime, je tiens à toi et on est important l'un pour l'autre, ça ne change rien. Mais c'est vrai que c'est un exercice très difficile. Je vais vous donner un exemple très sympathique, enfin, je le trouve très sympathique. Vous savez, imaginez maintenant qu'on apprend que quelqu'un vole, d'accord? Et on apprend sa situation. On dit, ah là là, ouais, alors, elle vient, une copine, elle arrive, elle dit, tu sais que telle personne, elle a volé, elle est partie dans une macolette, dans une épicerie, et elle s'est mise à voler, vraiment à voler. Et là, on dit, non, mais tu connais pas sa situation, la pauvre, elle a besoin d'aide financière, elle vole pour nourrir ses enfants, et ainsi de suite. Voilà, bon bref, on va commencer à trouver plein de circonstances atténuantes parce qu'on a de la peine pour cette personne, parce qu'elle a volé. Mais le jour où on se fait voler notre porte-monnaie, est-ce que là, on va savoir voir les circonstances atténuantes? Est-ce que là, on va savoir dire que ce n'est pas sa faute, que c'est la faute de son passé, que... Pas sûr. Pas sûr, parce que là, on a été touché. D'accord? Il y a une égalité, comme on dit en hébreu, j'ai été touchée, tout simplement. Je suis concernée, donc je suis subjective. Donc là, c'est moins sûr que je sois en train de défendre la personne. D'accord? Donc c'est ce qui se passe en fait à l'intérieur de mon couple. Je sens que je suis touchée. Donc je réagis. Donc je ne sais pas voir les circonstances atténuantes. Mais quand je suis au calme, ce qui est important, c'est de dire ok, sur ce sujet, toi tu n'es pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord, j'apprends à accepter. Mais tel mot et tel mot et tel mot ne doivent pas être dit.
D'accord? On revoit les choses. Ou moi, voilà comment j'ai vu les choses, et toi, voilà comment tu as vu les choses. Donc, il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. On doit être capable, en fait, de dialoguer. Et ça, c'est tout un art. Et c'est pour ça que je fais des ateliers sur le couple. Parce que, justement, on n'a pas appris le langage du cœur. Parce que oui, je l'appelle ce langage-là, le langage du cœur. On a besoin d'apprendre à se parler. Vous savez, nous, les femmes, on a, vous le savez tout, hein, on a cette faculté de parler. D'ailleurs, on a besoin, dès qu'on a un problème, on appelle une copine, on parle, on échange, on partage. L'homme, il n'y a pas du tout ce côté-là. Enfin, très rarement. Il y en a que oui, attention. Mais très rarement. Tentative de reconnexion, c'est parti. Bon, on profite. Ah, ça recommence, c'est bon. On a très rarement ce côté en nous de savoir si... non, l'homme a très rarement ce côté. Donc la femme, en fait, a besoin de développer le langage du cœur. Cette sensibilité qu'on a toutes, elle est très bonne, elle est très bénéfique. Elle est là pour nous aider à comprendre, nous d'ailleurs, à nous comprendre, et à éclairer même tous les autres membres de notre famille. Donc on doit s'en servir comme un atout. Mais comment s'en servir comme un atout quand on est soi-même emprisonné dans les émotions négatives, dans notre prison intérieure, dans notre passé, dans nos blessures? Et comment aussi quand nous-mêmes on est dans l'agressivité. Donc déjà on doit apprendre notre parole à en faire un outil constructeur pour les disputes et pour savoir parler avec notre mari. C'est très très important parce que la façon que l'on va avoir de gérer ces disputes, de désamorcer le conflit, va tout changer en fait. Et on n'aura plus besoin de passer par des cris et des hurlements pour se faire entendre. Parce que souvent, c'est ce que j'entends aussi. Ah bah oui, mais si je ne crie pas, personne ne sait s'entendre et je ne sais pas m'affirmer autrement. Mais on peut s'affirmer autrement. Alors comment? Et c'est là où je vais vous parler des solutions. Alors, c'est un peu la communication non violente, d'accord, que je conseille à toutes de se renseigner là-dessus. C'est énorme. Et là aussi, je fais des ateliers là-dessus parce que c'est l'outil de base qui va nous aider à nous comprendre, à comprendre notre mari, à comprendre nos enfants, à nous épanouir en fait. Et même dans le domaine professionnel, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. À partir du moment où je sais parler, où je fais appel en fait à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, eh bien, je résous énormément de problèmes dans ma vie. D'accord? Donc, comment ça fonctionne? D'abord, je dois donc apprendre à parler. Moi, un peu mal au dos. Je dois apprendre à parler. Comment? D'abord, je commence par apprendre à exprimer moi mon ressenti, le je. Parce que commencer par tu, le tu, c'est connu, ça tue. Quand je dis tu, tout de suite, l'autre se met en mode attaque, ferme tes oreilles, ou alors il se braque. Donc, plusieurs réactions possibles. Soit il se rétracte, il se ferme, et là on a l'impression de parler à un mur, c'est terrible, on s'énerve. Soit, au contraire, il est dans le déni. Non, moi j'ai rien fait, j'ai rien à voir avec ça. Et là, ça nous énerve parce qu'on se dit mais c'est pas vrai. Soit il attaque, il devient lui aussi agressif, et là c'est terrible. Là, il n'y a plus de fin, c'est la guerre du pouvoir, la lutte pour le pouvoir. Donc attaque, soit on va se braquer, oui, on va se braquer tous les deux, et on va être en mode survie. Donc c'est très mauvais, d'accord? Donc qu'est-ce que je dois chercher à faire? Au contraire, c'est apprendre à communiquer de façon à ce que je sois entendue par l'autre. Bien sûr que j'ai le droit d'être en désaccord, mais je dois savoir comment le dire. Et il a le droit d'être en désaccord, mais savoir comment le dire. Donc comment on va faire? Alors, ça que vous voyez, on va, voilà, vous voyez, je vais faire un petit, on va observer, dans un, non, pardon, on va observer, exprimer nos sentiments, exprimer notre besoin et demander. D'accord? Donc, il vous faut un exemple, évidemment. Par exemple, le soir, par exemple, je suis mécontente quand je vois que mon mari rentre tard. Et je me sens un peu délaissée, je me sens mal. Ok, j'ai plusieurs façons de réagir, j'ai plusieurs façons de l'exprimer. Soit je hurle quand il arrive, je m'énerve, et donc là, bah, je n'obtiendrai rien finalement, je suis perdante moi aussi. Finalement, il ne va pas me donner l'affection dont j'avais besoin. Et c'est ça que j'essayais d'exprimer, que j'avais besoin de son affection, j'avais besoin de son attention, que je me sentais délaissée quand il n'est pas là. D'accord. Mais en fait, c'est parce que j'ai montré une image totalement différente de ce que j'aurais voulu. D'accord. Donc, soit c'est comme ça, soit je lui dis, comme je vous ai montré, donc, observation. Attendez, est-ce que vous voyez? Observation, sentiment, besoin, demande. Donc, quand je vois que tu rentres tard, donc là il rentre, on commence à manger, je me calme moi-même, je m'appelle et je me dis que je n'obtiendrai rien du tout, je me fais un travail mental aussi. Je me dis que je n'obtiendrai rien du tout à crier, d'accord? C'est plus facile quand il est là que quand il est là, je vous l'avoue. Quand il est là et qu'il m'énerve, d'accord? Là je vous ai pris un exemple, il n'est pas encore arrivé, ok? Dans un premier temps, on peut s'entraîner là-dessus. Quand je vois que tu rentres tard, je me sens délaissée. Donc, quand je vois que je rentre tard, observation, j'observe.
quand je vois que tu rentres tard, je t'ai pas fait une critique, je t'ai pas fait une remarque, je vois que tu rentres tard, j'observe. Je me sens délaissée, je dis mon sentiment, je n'ai pas dit tu m'as délaissée, je me sens délaissée. Et j'ai besoin, donc là je parle de mon besoin, j'ai besoin de sentir que je compte pour toi. Et là, je lui laisse une porte, à lui de voir comment il veut me montrer que je compte pour lui. D'accord? Pourrais-tu, je demande, comme je l'ai dit dans mon petit schéma, je continue, pourrais-tu m'appeler quand tu es sur la route, me prévenir, voilà. Ou, je sais pas, pourrais-tu m'appeler? Après, ça peut, chacune fait la demande qu'elle veut. Vous avez compris l'idée. Ce que je voulais, c'est que vraiment vous saisissiez l'idée. Parce que ce qui est important en réalité, c'est important de comprendre ses propres besoins, de rester toujours bienveillante et empathique. Voilà, l'empathie, c'est un outil. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment s'en servir. Enfin, pas toujours comment s'en servir, comment être empathique. Et on a envie d'être empathique et en fait, quelqu'un va nous parler et en fait, tout de suite, on va chercher à réconforter. D'ailleurs, ça, c'est le propre de l'âme. Il va toujours avoir l'esprit pratique. Nous, on veut parler, on veut juste vider notre sac et lui, il veut donner des solutions. Et ça nous énerve parce qu'on veut juste sentir qu'il nous écoute. Pourquoi c'est si important? Parce que quand on se sent écouté, on a vraiment le sentiment qu'on est comprise, que quelqu'un dans ce monde comprend ma réalité intérieure. J'ai passé une dure journée et là, il est capable de m'entendre. Ouf, je ne suis plus seule. Il y a quelqu'un pour m'écouter. Il y a quelqu'un pour me dire je suis là. Le simple fait d'écouter, maintenant c'est très dur d'écouter. Très dur. C'est un exercice, c'est vrai, mais on peut le faire. En fait, tout ce qu'on doit faire, c'est donner le maximum de notre être, de notre écoute. On oublie tout ce qu'on est nous, nos blessures, nos douleurs, nos tracas, et on se donne à l'autre. On tend complètement l'oreille. On n'a pas besoin de quelqu'un d'intelligent, on a besoin d'un cœur qui écoute. Je crois que ça c'est le rabbi qui le dit. Voilà, honneur, parce qu'il est derrière nous sur le tableau. Voilà. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais vérifier ce que vous en pensez, parce que là, je crois, avec en plus les coupures et tout ça, ça a du bien pour la tête. Non, mais je ne me vois même pas sur le téléphone, donc je ne sais pas où ça en est. C'est très dommage. J'aurai encore énormément de choses à vous dire, mais voilà, au moins les astuces que je vous dis. Première chose, on se braque, même si on se braque dans un premier temps, on revient sur nos positions dans un deuxième temps. On est tous les deux perdants quand on se braque, d'accord? Il n'y a que des perdants dans la dispute mal gérée dans un couple. On apprend à désamorcer les conflits s'ils sont déjà arrivés. Sur le coup, ah oui, je n'ai pas dit ça aussi. Sur le coup, on peut faire preuve d'humour. On peut essayer de t'apaiser si ça ne touche pas directement. On apprend à ne pas prendre les choses personnellement. On se dit que c'est sa blessure qui parle, d'accord? Et ça a peut-être touché à ma blessure à moi aussi. Et ça, on peut en parler en temps de calme. Vous voyez, quand ça va bien entre nous, on peut en parler. Donc, comme ça, en temps de dispute, on sait, on se connaît. On s'est connus déjà, donc c'est moins dur de savoir en parler. C'est moins dur et c'est plus facile sur le coup de se dire « Attends, c'est pas contre moi, c'est parce que là, elle a mal. » D'accord? On n'appuie pas sur les faiblesses de l'autre, évidemment. Ensuite, on s'autorise à se laisser un temps de répit. Et on se dit qu'on en parlera le lendemain. C'est possible aussi de le faire. Si j'attends une réponse sur le coup, je peux dire « Écoute, maintenant, je me sens trop énervée. Je préfère qu'on attende demain pour en parler. » Ou que je me calme et ensuite on parle. Je vais faire un tour, je reviens, on en parle. Ça aussi. Mais une chose est sûre, la personne qui fera l'effort de prendre sur elle et d'aller reparler malgré la difficulté, alors il faut savoir que les hommes parfois ont horreur de reparler du conflit, ont l'impression qu'on veut remuer ce qui ne va pas. Il faut bien expliquer que non, c'est pas que je remue ce qui ne va pas, c'est qu'au contraire, je cherche à améliorer. Je cherche justement à ce que l'on se comprenne et que l'on s'aime mieux. Parce que parfois on s'aime oui, mais on s'aime mal. Et parfois on a l'impression qu'il faut des disputes, il faut s'affronter, il faut se crier dessus pour s'aimer. Ça aussi, ça vient de nos schémas intérieurs. Donc, on apprend à se parler, on apprend à prendre sur le coup à réfléchir, à respirer, et on s'en reparle le lendemain. Ensuite, on apprend le b.a.-ba de la communication non violente. Donc, comme je vous ai dit, on observe, on exprime son sentiment, on nomme son sentiment, et on exprime son besoin, et ensuite on demande. On ne rentre pas dans « tu n'as pas fait », on parle en « je », on exprime une autre ressenti. Et vous verrez que vos conflits prendront une autre façon, une autre tournure, voilà. Une autre tournure, ce sera totalement différent. Et là, vous vous sentirez beaucoup mieux parce que malgré tout, un conflit, quand c'est mal géré, ça fait toujours mal, on se sent toujours mal, et on ne sait pas comment parfois rattraper la sauce. Sachez que c'est toujours rattrapable si je sais en parler d'une façon positive. Si j'ai besoin d'un médiateur, c'est pas grave, il n'y a rien d'honteux à ça.
Il n'y a rien d'honteux à ça. J'ai le droit d'avoir besoin d'un médiateur. Ça peut arriver. Et après, ça va mieux. L'honora birklal, comme on dit en hébreu. Voilà. Voilà, j'aurais encore des milliards de choses à vous dire, je vous le dis. Mais entre les problèmes de connexion, et certainement j'ai un problème de Wi-Fi, et le fait que je ne vous vois pas me parler, que je ne vois même pas vos questions là pour l'instant, c'est très très embêtant. Je vais devoir vous laisser, vous quitter, mais ce qu'on peut faire, c'est que je serai connectée à l'écrit et je vous répondrai à l'écrit et je referai peut-être des vidéos si ça vous a plu. En tout cas, sachez que si vous avez d'autres questions, j'ai des groupes WhatsApp où je réponds de façon anonyme. Donc je réponds, on me pose des questions en privé et j'y réponds en public. Les groupes sont silencieux parce que je sais qu'on a tous beaucoup de groupes WhatsApp et j'y réponds, c'est-à-dire et il n'y a que mes publications. Au Hachem, je remercie d'ailleurs toutes celles qui sont sur le groupe et qui m'écoutent là parce qu'elles sont très silencieuses et que voilà, j'envoie les questions, c'est à peu près une fois par jour pour pas trop vous charger le téléphone. J'ai aussi un blog. Si vous avez, enfin voilà, ce live, je vais essayer de le remettre sur le blog aussi. Donc c'est bien-être-pour-tous.com. Je vais vous le mettre ensuite en commentaire avec des tirés entre chaque mot. Vous trouverez des cours, vous trouverez des articles, vous trouverez tous les cours que j'ai donnés. Voilà. Et puis, bien sûr, je donne des consultations. Donc, je fais des consultations par Skype, par vidéo, par téléphone. Je dispose d'un numéro français. Et bien sûr, j'ai un cabinet à Jérusalem et un autre, Bezrat Hashem très vite, là, cette semaine, entre Kfar Saba et Ramana. Voilà, donc je reçois aussi sur Natania. Enfin, je recevais sur Natania, mais maintenant, j'ai pris un bureau un peu plus centré pour recevoir un peu partout. Je fais aussi des ateliers concernant le couple, vous l'aurez compris, et l'épanouissement personnel, tout ce qui concerne le bien-être, comment se comprendre soi-même, comment se connaître soi-même, comment être bien avec soi-même. Parce qu'il est important de comprendre aussi que pour être bien dans son couple, il est important d'être bien avec soi-même. Et que tant que je ne suis mal avec moi-même, eh bien, j'aurai du mal de vivre avec l'autre. J'aurai du mal de coexister avec l'autre. J'aurai du mal à accepter la différence. J'aurai juste besoin qu'on me pense mes blessures. Et ça, c'est un petit peu difficile pour l'autre. Donc, c'est important que j'apprenne moi-même à me sentir bien, moi-même à me traiter, à m'aider à me cicatriser mes blessures intérieures. Voilà. Je vous embrasse tout très très fort. Franchement, c'était une bonne soirée. J'ai adoré vous donner un cours, même malgré les problèmes techniques. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et j'attends vos questions. Et je suis désolée de ne pas les voir. Attendez, avant de vous quitter, je vérifie quand même si je ne les vois pas sur mon téléphone. Parce que tout à l'heure, je les voyais sur le téléphone. Là, je ne les vois même plus sur le téléphone. Donc, un instant. J'essaye de voir s'il y en a, comme ça j'y réponds directement. D'ailleurs, je me rappelle d'une question, je crois que c'était de Chirel ou quelque chose comme ça, je crois, qui me disait, alors quoi, je dois juste prendre sur moi, c'est ça, pour pas que je discute? Non. D'abord, savoir que le conflit est nécessaire, c'est ce que j'ai dit au début du cours, et il n'est pas néfaste forcément. Je ne dois pas en avoir peur, et je dois être prête à l'affronter seulement. Je dois savoir comment l'affronter. Donc, je ne suis pas forcément obligée de prendre sur moi comme ça, mais je dois dire les choses. Je peux tout dire, mais je dois apprendre à les dire. Voilà. Et encore une fois, ça fait référence à je dois guérir. Si je vois que je suis un petit peu trop démesurée dans mes paroles, que je ne me reconnais pas, que j'ai l'air d'un monstre alors que ce n'est pas mon habitude, eh bien là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à soigner en moi. Ce n'est pas forcément l'autre le coupable. D'abord en moi. D'abord en moi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais la thérapie de couple, est-ce que je dois la faire en couple ou seule? Eh bien, je peux faire une thérapie de couple seule. Très souvent, les hommes ont du mal à se rendre en thérapie. C'est pas grave. Je peux moi. Pourquoi? Parce que si moi, je soigne ma blessure, eh bien, ça va changer toute mon approche et toute ma façon de faire et toute ma façon de parler avec mon conjoint. Et du coup, ça va tout transformer. Ça va désamorcer le conflit. Donc, même s'il y a conflit dans le sens désaccord, dans le sens on ne se rencontre pas dans notre attente, on n'est pas d'accord sur certaines choses, on n'a pas les mêmes objectifs, d'accord. Mais on saura se parler, puisque moi, j'aurai appris à parler. Donc, même lui, il va être beaucoup moins nerveux, puisque je saurai comment dire les choses. D'accord? Donc, il y a plusieurs axes. Il y a d'abord comprendre que ça peut venir de moi et de mes blessures. Et deuxième chose, apprendre moi aussi à communiquer. Et être en mesure de communiquer. Parce que savoir que des fois, je peux apprendre plein de méthodes, mais elles ne vont pas m'aider si mes blessures parlent. Parce qu'en fait, quand je crie, c'est mes blessures qui s'expriment. Et je n'arrive pas à exprimer les choses avec les méthodes que j'ai apprises parce que je suis trop dans la douleur. D'accord? Voilà. Je vérifie. Non, toujours pas de... Bon, je vais regarder l'ancienne vidéo s'il y avait des questions. Parce que là, personne ne dort chez moi à cause de cela, externa, je suis désolée. C'était pas le but. Voilà, je vérifie s'il y a d'autres questions. En tout cas, sur l'ancienne vidéo.
Présent, c'est bon, ça remarche chez moi. Bon, ben, il n'y a pas. Malheureusement, il n'y a pas pour l'instant. Je ne vois pas de questions en tout cas. Je ne sais pas, on dirait que mon Facebook sur le téléphone c'est bloqué. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente nuit. Je vais vous libérer comme ça vous allez pouvoir pour certaines mettre les enfants au lit. Je suis vraiment désolée. Beaucoup de paix dans les ménages, Bezrat Hachem. Beaucoup de joie dans ce groupe, beaucoup d'entraide. Colle à Kavana, encore une fois à Sarah. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est extraordinaire ce que tu fais. Je ne sais même pas si tu as conscience et je ne sais même pas si on peut vraiment avoir conscience parce que quand il y a 12 000 personnes qui reçoivent des messages, qui savent qu'elles peuvent discuter, se partager, c'est énorme. C'est énorme ce que ça peut apporter. D'ailleurs, voilà, je vous dis, hein, je peux plus m'arrêter de parler. La thérapie, il faut savoir qu'une femme a besoin, enfin une femme, un homme aussi, mais l'homme a moins conscience de cela. Ça a été prouvé, il y a des tests qui ont été faits, que quand une femme partage ses soucis, eh bien, si elle a un problème de santé ou quoi, elle guérit plus vite que si elle n'a personne à qui se confier. Et c'est ce qu'offre ce groupe finalement. Il offre une possibilité de se confier, de se libérer, d'évacuer, de partager. Et ça donne de la joie aux femmes. Ça donne, mais je dis aux femmes, mais en réalité aux hommes aussi, encore une fois, ils en ont besoin. C'est juste qu'ils n'ont pas cette faculté, ils n'ont pas cette tendance-là. On leur a pas appris et on leur a rentré des croyances intérieures. Je vous ai expliqué au début du cours les croyances que c'est. Les croyances intérieures, on leur a rentré dans la croyance collective. Un homme, ça doit être fort, ça ne doit jamais pleurer, ça ne doit jamais partager, ça doit être fort, ça doit tout garder. C'est faux. On a tous besoin, on est tous des êtres humains, on a besoin d'évacuer, on a besoin de nommer nos émotions, on a besoin de se connaître. Bon, je ne vais pas vous faire un autre cours parce que ça touche à un autre cours. Mais vous avez compris. Donc, vraiment, colle à Kavod. Et Bezrat Hachem, longue vie au groupe. Longue vie à tous les membres du groupe d'ailleurs. Longue vie à tous. Et Bezrat Hachem, que dans les joies et on se revoit très très bientôt pour de nouveaux lives. J'ai hâte d'en voir d'autres parce que j'adore moi aussi participer et aussi voir d'autres professionnels. C'est toujours un plaisir. Donc, colle à Kavod et puis à très bientôt. Cette fois, je m'arrête. À bientôt. Sur mon, ah bah non, c'est pas là. Je vous rappelle, sur mon blog, sur mon groupe WhatsApp ou sur ma page Facebook aussi, bien sûr. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse.